Bonjour à tous. Je pense qu'on prend pas tout. Ah, ils sont encore. Ah oui, alors attendez. Bonjour à tous. Du coup, vous devez nous avoir rejoints pour donc, ce deuxième webinaire. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran. On n'a pas eu de souci informatique ce matin, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est quel écran? C'est là, ouais. Non, c'est pas le bon écran. Pardon, on va changer. C'est pas le bon écran qui est partagé. C'est celui-là. Voilà, c'est bon. Donc là, vous avez le bon écran qui est partagé. Du coup, comme pour hier, hein, le webinaire est enregistré. Et de la même façon, donc les slides de la présentation vous seront envoyés après réponse à un questionnaire. On n'est pas très nombreux. Je voulais voir si on pouvait. Je ne sais pas si vous avez la possibilité, mais voilà. Si au cours de la réunion, comme on n'est pas très nombreux, vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Levez la main via le chat, et puis si on n'est pas encore super aguerri sur les webinaires, mais si éventuellement vous voulez prendre la parole de la manière orale, ce sera possible également. Je vais passer très vite sur cette partie introductive, puisque vous y avez déjà assisté hier, donc on va pas la conserver ici. Je vais juste dire un mot, comme le webinaire est enregistré, pour ceux qui ne suivraient qu'un seul des webinaires. Donc, ce webinaire a lieu dans le cadre du projet ANEAM, donc pour Agri-Food Efficiency with New Energetic Measures, donc, qui est un programme donc, de renforcement des capacités de conseil pour les entreprises agroalimentaires. Et donc, moi, je suis expert environnement au CRIT Agroalimentaire Sud, qui est un centre technique qui est basé sur Avignon. Et donc, ce matin, on va parler donc des postes énergivores à passer à la loupe dans les industries agroalimentaires. Et donc, alors, en théorie, on a pour 2 heures, je pense que ce sera un tout petit peu plus court. On va aller très vite sur la partie introduction. Donc aujourd'hui, pareil encore, hein, sur le projet, on passera vite, mais on va se concentrer donc sur les postes de consommation d'énergie dans l'industrie agroalimentaire. Il y aura quelques slides de contexte également. Et ensuite, on va faire un focus sur quelques postes clés, donc, en particulier le froid, l'air comprimé, les questions de l'air comprimé et la ventilation, deux aspects différents, mais on est sur on va dire, la mobilisation de fluide et la production de vapeur. On parlera un petit peu de la conduite de foin à la cuisson et également un petit peu de pompage. Et à chaque fois, on essaiera de vous faire, dans certains cas, des retours de terrain qu'on a pu constater lors des diagnostics qui ont été faits dans le cadre du projet ANIA. Voilà, donc le projet, j'en ai déjà parlé hier. On est en plein dedans. On vient de finir la partie diagnostic et là, on est sur donc, le programme de renforcement des capacités. Les partenaires, en 3 mots, donc 4 pays, France, Espagne, Italie, Pologne, et à chaque fois, on va dire un centre technique et plutôt un partenaire qui a un ancrage régional sur le sujet. Alors, il faut qu'on accepte. Je vais juste entendre quelqu'un. Hop, c'est bon. Au niveau, donc, j'ai indiqué là on a fini la phase d'audit, on est dans le programme d'accélération, donc tout ce qui est renforcement des capacités et des connaissances. Et puis après, on va aller vers la mise en œuvre des actions identifiées au cours des audits énergétiques et donc la mise en œuvre de management de l'énergie dans 3 entreprises agroalimentaires en région en France, et tu seras dupliqué également dans les 3 autres pays. Euh, euh, et donc, quelques chiffres clés, donc c'est 80 audits qui ont été réalisés. L'objectif, c'est d'avoir
environ 50% donc, de taux de transformation des mesures proposées lors des audits. Le but du projet, c'est d'améliorer on va dire, la méthodologie des audits énergétiques, d'identifier quelles sont les principales recommandations et derrière de mettre en place des stratégies d'impact à la fois sur la culture d'entreprise, la communication et aussi sur l'efficacité énergétique. De s'appuyer aussi sur les solutions numériques, et ça on en parlera d'ailleurs en début d'après-midi. Vous avez tout l'écosystème du projet avec les différents partenaires. Donc, à mentionner qu'en France, donc, on a le pôle de compétitivité, Innovaliance et le CRIT qui sont les deux partenaires français. Voilà. Et puis, les deux partenaires pour chacun des pays membres. Je vais juste redire quelques mots sur le contexte énergétique. Donc là, on reste à l'échelle de la France. Hier, on a déjà balayé un petit peu plus largement le contexte énergétique mondial, européen. On a vu qu'on avait très forte croissance des énergies renouvelables dans la production électrique. Alors, à l'échelle européenne, ce qui est aussi vrai d'ailleurs à l'échelle mondiale, hein, il y a un développement aussi exponentiel du solaire, notamment en Asie, en Chine. C'est pas pour rien qu'ils nous inondent avec la fabrication de panneaux solaires, c'est qu'ils en sont aussi eux-mêmes de grands utilisateurs. Je vais en profiter et je rappelle, donc, hein, ça, on l'a vu hier, la France, c'est à peu près donc, 2600 on va dire, TWh d'énergie consommée annuellement. Donc l'industrie, c'est à peu près 11%, c'est 283 TWh. Et la part agroalimentaire, c'est 53 TWh, donc c'est à peu près 2% du total français. Mais 19%, donc presque un cinquième de la consommation industrielle. Donc, ce qui en fait quand même une des industries les plus consommatrices d'énergie. Ensuite, au niveau on l'a évoqué là sur les tendances en termes de consommation. Là, on est en énergie primaire. On voit qu'on a amorcé une tendance légèrement à la baisse là, depuis les années 2005 en France. On a connu un pic entre les années 2000 et 2010, après il y a eu quelques variations. On a eu bien sûr la crise Covid qui, comme tout le reste de l'économie mondiale, nous a impacté, donc on voit une baisse. Après, les tendances importantes que l'on voit, donc c'est euh, le nucléaire qui a connu une baisse ces dernières années. Alors, il y a eu des fermetures centrales, mais il y a eu surtout une faible disponibilité des réacteurs nucléaires. C'est en train de remonter. On a 2023, je pense, 2024, 2024, 2025, pardon. C'est remonté parce que il y a une partie de tous les enjeux sur des problèmes de corrosion sous contrainte qui ont été réglés. Un petit mot sur le bandeau, donc gris clair, donc le gaz naturel qui a tendance à légèrement baisser, et on le voit, et c'est une tendance ce que l'on peut percevoir, c'est pas s'accélérer, parce qu'il y a vraiment des politiques de décarbonation qui sont de plus en plus actives dans les entreprises, et donc une consommation de gaz qui décroît au profit de renouvelables, mais aussi d'une électrification des procédés, ce qui n'est pas sans poser de difficultés en termes de puissance disponible. On en parlera plus demain de cet aspect-là, sur l'aspect vraiment purement de décarbonation. On a encore une grosse consommation de pétrole en France, mais qui est principalement liée au transport. Le charbon, on a encore une petite consommation de charbon qui est très minoritaire, qui était avant liée à l'industrie, qui a réduit dans la part industrielle. Alors, on a quasiment plus d'industrie agroalimentaire, on a encore dans quelques industries, notamment sidérurgie. Normalement, on l'a vu, il y a la centrale électrique française qui tourne avec du charbon, s'arrêter en 2027 ou plus tard. Et puis après, donc, on a les autres énergies renouvelables. Donc, c'est tiré principalement éolien depuis pas mal de temps, avec une croissance plutôt régulière à toute l'échelle européenne, et le solaire qui a une très très forte croissance ces dernières années, avec un développement très important de l'autoconsommation. Voilà pour ce petit récap avec des éléments peut-être un petit peu différents de ce qu'on a pu voir hier. Il me semblait important aujourd'hui de vous rappeler
un petit peu quelques notions de base sur l'énergie qu'on a tendance à oublier. Et on voit, parce qu'en termes de statistiques globales, là, on parlait par exemple d'énergie primaire, et vous l'avez vu, je reviens sur la slide précédente, qu'en énergie primaire, le nucléaire, c'est il y a 40 plus qu'un tiers, 30 à 40% de la consommation d'énergie primaire française. Or, en fait, cette ressource d'énergie primaire ne va pas se transformer en énergie finale. L'énergie finale, qu'est-ce que c'est? C'est indiqué ici, en fait, c'est l'énergie qui va être utilisée par les consommateurs, donc au niveau des entreprises ou du client en particulier dans le domaine domestique. Et pour passer de l'énergie primaire à l'énergie finale, on a des pertes. Ces pertes, ça va être, par exemple, quand on est dans le cadre du combustible, c'est le transport du combustible. Quand vous achetez du fuel, vous avez un camion qui vient vous livrer, qui va lui-même consommer de l'énergie. Quand on transporte de l'électricité, vous savez qu'un câble électrique, il a une résistance qui, certes, n'est pas très importante, mais qui va représenter des pertes. Et puis, surtout dans le cas de l'électricité, là je vais revenir sur le côté nucléaire, vous avez le rendement de la centrale qui est lié à un phénomène physique, c'est le rendement de Carnot, où en fait finalement, on a une grande partie, quand on va fabriquer l'électricité, de l'énergie primaire qui rentre, dans la centrale, qui ne va pas être convertie en électricité, mais qui va être dégradée en chaleur. Et ça, quel que soit finalement le type de solution, on va avoir un rendement. En nucléaire, le rendement moyen d'une centrale, c'est autour d'une trentaine de pourcents. En fait, c'est lié, ce rendement de Carnot, il y a la différence entre ce qu'on appelle la température de source froide et la température de source chaude. Donc la source froide, c'est souvent un fleuve qui est à proximité de la centrale ou les tours aéros qui vont permettre de refroidir le circuit. Et la source chaude, c'est le combustible nucléaire. À noter que le rendement des centrales thermiques gaz est légèrement plus élevé parce qu'on va sur des températures plus élevées dans les turbines gaz. Donc il y a un rendement qui est un peu plus élevé. Néanmoins, on est d'accord que les centrales gaz, en termes d'émissions de CO2 par kilowattheure produit, vont être plus importantes, bien sûr, que le nucléaire, qui reste aujourd'hui considéré comme une énergie bas carbone, qui est fossile, mais bas carbone. Donc l'énergie finale, on l'a dit, c'est l'énergie qui arrive sur votre site, donc c'est du gaz. D'ailleurs, le gaz, je ne l'ai pas dit, mais là aussi, quand on transporte du gaz, il y a des stations de pompage, on produit du gaz à haute pression, des stations de compression, donc on va consommer l'énergie pour transporter ce gaz. Donc l'énergie finale, c'est le gaz, électricité, en gros, qui arrive à la porte de mon entreprise. Sauf qu'après, cette énergie, finalement, je vais encore une fois la convertir pour en faire de l'énergie utile. Parce que l'électricité en tant que telle, elle va me servir par exemple, à éclairer. C'est pas un gros morceau dans les entreprises agroalimentaires, mais plutôt à apporter de la force motrice. Une grande partie, l'essentiel des consommations électriques dans une entreprise, c'est de la motorisation, en fait. En tout cas en agroalimentaire, il y a des choses un peu spécifiques en chimie. Les autres grands usages qu'il va y avoir, c'est pas encore, c'est encore pas si développé que ça, mais c'est tout ce qui est usage thermique parce que c'est plus cher. Et quand on a du gaz, en général, on privilégie le gaz. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas raccordées au gaz et qui vont avoir des usages thermiques à partir d'origine électrique, donc qui vont chauffer avec de l'électricité. Mais maintenant, avec le développement aussi des pompes à chaleur, finalement, cette énergie électrique elle va être utilisée pour la motorisation. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme perte? Donc, quand on est sur un moteur, on va avoir déjà les pertes électriques dans les câbles électriques de l'usine. En général, ça ne représente pas grand-chose, mais surtout, on va avoir la question du rendement des moteurs. Rendement des moteurs, et après, si vous faites par exemple de l'air comprimé, on y reviendra, vous avez aussi le rendement du compresseur. Et on se rend compte qu'au final, entre l'énergie utile dont on a réellement besoin, qui nous permet de chauffer, de cuire notre produit, par exemple, donc, si on imagine une cuisson micro-ondes, l'énergie qui est apportée à notre produit par rapport à l'énergie qui rentre dans le gène, il peut y avoir des grandes différences, et notamment, on le verra en ce qui concerne les énergies thermiques, la vapeur en particulier. Ça, c'est vraiment un point d'attention
sur lequel je vais porter vraiment un intérêt aujourd'hui, parce que c'est aussi ce que l'on constate dans les entreprises. Donc, entre énergie finale utile, c'est les pertes dans l'usine, donc rendement chaudière, rendement moteur, rendement de réseau, les fuites diverses, vapeur, air comprimé, etc. Voilà. Une dernière slide sur ces notions de base, parce que ça c'est toujours important, et je vois régulièrement encore des tableurs dans les entreprises où il y a une confusion entre la notion d'énergie et de puissance. Mais donc en fait la puissance, ça correspond à une quantité d'énergie qui est consommée par une unité de temps. Alors, c'est une notion qui peut être euh, comme ça, qui peut paraître simple, qui ne sont pas si évidentes à expliquer, mais avec quelques exemples, on peut assez vite le comprendre. Donc, vite ou pas, l'énergie dépensée est toujours la même. Alors, on va dire que c'est plus ou moins vrai. On peut imaginer un poids de 100 kg qu'on va soulever sur une hauteur de 2 mètres, par exemple. Si on n'est pas très solide, on va utiliser un palan. Et puis, ce palan, on va tirer, on va mettre 3 minutes à monter notre poids de 100 kg parce que le palan, il va démultiplier la force nécessaire par un système de poulie pour lever notre poids de 100 kg. Si on est très fort, l'athlète, j'ai oublié le terme, donc qui va faire du lever de poids, un haltérophile, c'est ça. Il va pouvoir soulever le poids en 5 secondes parce lui, il aura la capacité de développer une énorme puissance. Par contre, l'énergie qui a été dépensée, dans un cas en 5 secondes, dans le cas en 3 minutes, ça va être la même. Vous aurez soulevé votre poids de 100 kg de 2 mètres. Ce sera la même, il aura besoin de la même quantité d'énergie. On peut faire l'analogie aussi avec la voiture. Alors, à la différence près qu'après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, c'est pour ça que c'est jamais si simple que ça. Mais pour faire 300 km, en théorie, avec le même véhicule, vous allez, que vous mettiez 1 heure ou 3 heures, vous allez dépenser la même quantité d'énergie. Ça, ce serait vrai en l'absence d'air. La réalité, c'est que vous roulez vite parce que votre voiture est puissante, plus vous allez avoir de frottement dans l'air, plus de résistance. Donc là, on aura finalement, au final, pas la même quantité d'énergie. Donc je pense que l'exemple du ballon est peut-être plus simple à comprendre que d'imaginer une voiture dans une atmosphère exempte d'air. Parce que c'est un peu plus complexe à visualiser. Et donc, la quantité d'énergie, sinon, pour l'analogie avec la voiture, c'est votre réservoir. Et la puissance, c'est la taille de votre moteur, finalement. C'est ça aussi que l'on peut voir. Et dans le système international, donc, 1 joule, c'est une unité de consommation d'énergie, et 1 joule consommé en 1 seconde, ça correspond à une puissance de 1 watt. Ça, c'est une unité du système international. On utilise très peu les joules, là, on est vraiment, aujourd'hui, l'unité, c'est kilowatts. Alors, ça dépend de ce dont on parle, mais dans l'industrie, c'est kilowatt. Après, on va parler, ça c'est quand on est sur les lignes de production. Quand on va parler plutôt à l'échelle de l'usine, après, on va peut-être évoquer la notion de mégawatt, donc 1000 kilowatts. Et puis, quand on parle de consommation à l'échelle de l'année pour un site industriel, on va l'exprimer en gigawattheure, donc 1 million de kilowatts ou 1000 mégawatts. Et on a des usines qui vont consommer entre 0,5 à 10, 20, voire un peu plus. Mais alors, je crois que dans les entreprises que nous, on a auditées, on devait être entre à peu près 0,5 et une quinzaine de gigawattheures par an. Et je crois que c'est à peu près, pour les plus gros 5 à 15 gigawattheures, on a déjà un beau site agroalimentaire qui consomme pas mal d'énergie. Et donc, en termes d'énergie, l'unité qu'on va utiliser, c'est le kilowattheure. Et donc là, j'ai l'exemple, peut-être un peu ancien, parce qu'on a une ampoule, des ampoules de 20 watts. Si je l'allume pendant 1 heure, 20 watts fois 1 heure, c'est 20 wattheures. Et si je le ramène en kilowattheure, c'est 0,02 kilowattheures. Si j'ai un moteur qui fait 1000 watts, 1 kilowatt pendant 1 heure, c'est 1 kilowattheure, c'est 2 heures. On a d'autres unités énergétiques, alors on parle aussi parfois de kilocalories. Bon, ça c'est plutôt réservé au domaine alimentaire.
En statistique de l'énergie, comme on est une société voilà, qui est historiquement basée depuis le développement industriel sur le pétrole, on utilise beaucoup la tonne équivalent pétrole, c'est assez pratique euh, parce que, euh, parce que ça représente voilà, c'est 11 600 kWh, ça fait 11 mégawatts, 11,6 mégawattheures. Voilà, vous verrez dans beaucoup de statistiques attention sur l'énergie. Et après, à noter qu'un litre de fuel, c'est à peu près 10 kWh. Donc, un litre de gasoil, c'est pareil, c'est 10 kWh. Voilà un petit peu pour ces comparaisons. Et si on est sur 1 kg de méthane, sachant que le méthane, c'est le gaz naturel, on est à peu près à 14 kWh. Sachant que voilà, le gaz naturel, donc là on parle de pouvoir calorifique inférieur, donc c'est l'énergie qui est apportée par la combustion d'un kilo de méthane. Il se trouve que le gaz de réseau, ce n'est pas du méthane pur. Il peut y avoir d'autres gaz, il peut y avoir un tout petit peu d'hydrogène dedans parfois, un petit peu de propane aussi. Donc en fonction de la composition, c'est principalement du méthane, on va avoir ce ratio ce PCI qui va légèrement varier. C'est pour ça que vous faites sur vos factures, pour chaque mois, vous avez un PCI qui va être variable parce que c'est GRDF, le gestionnaire du réseau, enfin, je sais pas, qui assure l'exploitation du réseau de distribution de gaz, qui va qualifier en fait le pouvoir méthanogène du gaz, pardon, le pouvoir calorifique du gaz qu'il injecte sur son réseau. Voilà sur ces petits rappels de base. Un autre graphique par rapport à celui qui a été vu hier, voilà, c'est sur la part des énergies renouvelables. Donc ça, on est en France. Donc la consommation finale brute par filière. Donc voilà, on voit qu'on a une biomasse qui a un montant plus important. Après, on a l'hydraulique. Les pompes à chaleur sont rentrées dans ce, dans ce graphique aussi. Après, on a l'éolien, les biocarburants. Alors, les autres filières électriques, donc c'est notamment solaire thermique. Non, pardon, oui, c'est solaire photovoltaïque, énergie marine. Et puis après, on a les autres filières de chaleur, solaire thermique, géothermique et biogaz. On voit d'ailleurs que voilà, ça, c'est un des enjeux de l'ADEME aujourd'hui, par exemple. Le solaire thermique, c'est encore vraiment epsilon. Un des objectifs, c'est de développer notamment la mobilisation de solaire thermique en France. On en parlera un petit peu demain. C'est encore très faiblement développé à l'échelle industrielle, en tout cas. Un petit peu chez le particulier, mais très peu à l'échelle industrielle. Un rappel sur voilà, ce qu'on a déjà vu hier, mais très rapidement, hein, la consommation des entreprises agroalimentaires est principale, enfin, en gros, moitié gaz, une grosse part d'électricité, et après, un petit peu d'autres combustibles. Et sachant que ça, c'est une moyenne. En général, les sites qui ont du gaz, ils vont consommer beaucoup plus de gaz que d'électricité parce que c'est-à-dire qu'ils ont des process thermiques, donc ils ont des forts besoins thermiques. Et on a pas mal de sites aussi qui sont, je le disais, encore en 100% électriques. Alors, on va vous donner là, il y a quelques slides qui ont été faits par les pilotes du projet à Eneam. Quelques éléments de répartition de consommation ont été identifiés notamment par les diagnostics dans les différentes utilités. C'est quelques chiffres, c'est des ordres de grandeur. Donc, vous voyez par exemple que si on s'intéresse à la consommation de l'énergie électrique dans l'industrie agroalimentaire, souvent le premier poste, et ça se vérifie très largement, c'est le froid. Et le poids électrique varie de 20, enfin le poids dans la consommation d'électricité varie de 20 à 40%. Ensuite, alors, il est identifié, moi voilà, c'est très rare, les compresseurs d'air sont en général entre 8 et 5%, pardon, 8 et 15%. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est que c'est plus large, ça peut être plutôt parfois 5%, et ça peut aller, dans certains cas spécifiques, nous on a vu des entreprises, on a estimé leur consommation d'air comprimé à 25%, quand on a notamment beaucoup de lignes de conditionnement, donc ça change pas mal la donne puisque souvent beaucoup de besoins d'air. La transformation, c'est entre 10 et 20%. Alors voilà, c'est vrai qu'on a pas toujours, c'est pas toujours ce qu'on a en tête, mais les process de transformation ne sont pas toujours
tous très énergivores en matière de consommation d'énergie. Ça dépend, des fois, s'il y a beaucoup de broyage, oui, ça va être le cas s'il y a de la chauffe. Mais si on est sur simplement une autorisation du mélange, c'est pas forcément très, très énergivore. Et c'est pour ça, finalement, que c'est notre froid qu'on va retrouver. Après, il y a tout ce qui est pompage, là, entre 5 et 10%. Les enjeux de chauffage, ventilation, climatisation. Alors là, on est sur tout ce qui est la distribution du flux, là, entre 5 et 8%. Il n'y a pas le côté chauffe ou refroidissement du flux. Et puis l'éclairage, effectivement, qui a un aspect plutôt négligeable de 5%. Nous, clairement, dans tous les audits qu'on a fait, on a choisi de négliger l'éclairage. Parce qu'autant, il y a quelques années, quand il y avait encore, et même dans l'industrie, c'était pas trop véré, parce qu'on avait plutôt des éclairages efficaces, mais il y a 15 ans, quand on avait de l'éclairage à l'incandescence, à l'échelle de la maison, ça pouvait avoir un poids significatif. Aujourd'hui, avec l'éclairage LED qui s'est démocratisé, qu'on trouve maintenant dans toutes les usines, il y a même les plus anciennes, il y a au moins une partie de leur éclairage qui a été révisée. Voilà, c'est pas un sujet en agroalimentaire. C'est pas un, ça veut pas dire qu'il faut rien faire dessus. Il faut aller sur des pratiques. En tout cas, c'est pas là où l'attention doit se focaliser. Même si, quand on intervient en entreprise, souvent on dit: ah oui, moi j'ai tout passé en LED. Bon, on dit: ok, est-ce que vous avez un impact? Bon, bah, non, souvent c'est pas évident, parce que sur 3% de vos consommations, même si vous faites 50% d'économie, c'est pas évident de le voir sur la facture. Et puis souvent, si on était déjà sur des LED, des choses performantes, on va pas faire forcément 50% d'économie avec de LED. Donc après, l'intérêt de la LED, c'est qu'on peut avoir des cycles très fréquents. Donc j'en parle tout de suite, parce qu'après on n'y évoquera plus, puisque c'est pas considéré comme un poste énergivore. Donc la LED, elle a l'intérêt dans son pilotage, en fait, qu'on peut vraiment adapter l'éclairage aux besoins. Et c'est là, par contre, où il y a des gains très importants. Quand avant, notamment, on avait des tubes fluorescents dans les chambres froides qui supportaient mal les cycles d'extinction et d'éclairage, où on avait des chambres froides qui devaient être éclairées en permanence. Maintenant, avec de la LED, on peut tout asservir à la détection de présence. Et là, on fait des vrais gains. Mais ça va pas avoir un impact transcendant sur votre facture. Ensuite, sur le volet thermique, bien sûr, on va avoir tout ce qui est les chaudières, la production de vapeur industrielle. Alors là, on mélange un peu, on mélange un petit peu des unités de production et des utilisateurs. Mais après, tout ce qui est autoclave, pasteurisateur, bien sûr, ça aussi, c'est des postes de consommation. Donc la chaudière, hein, elle va alimenter ce autoclave. Ensuite, on va avoir effectivement tout ce qui est lignes de cuisson, cuiseurs, qui sont aussi des équipements qui vont être assez énergivores. Les séchoirs, alors ça va dépendre des entreprises, mais quand on a des entreprises qui font du séchage, ça peut être bien au-delà des 5 à 12%, ça peut être bien supérieur. Et puis après, ne pas négliger, c'est vrai que tout ce qui est, on a en agroalimentaire toujours des besoins en nettoyage. Donc les systèmes de chauffage de l'eau, chauffage des NEP, etc., ce ne sont pas des consommations négligeables. Notamment les cuves NEP, s'il y a des maintiens en température qui sont permanents, ça peut être des consommations qui sont assez significatives. Un petit mot sur aussi, en préambule, avant de dérouler plus loin. Je suis tombé sur cette slide et je me suis dit: tiens, ça c'est intéressant, parce que c'est typique quand même vraiment de ce qu'on trouve dans l'industrie, d'une inadéquation entre l'équipement que l'on a, en particulier sur la production d'énergie ou sur certaines dimensions de l'équipement, et le besoin réel. Donc là, voilà, on a notre besoin réel qui est estimé pour un moteur de 7,5 kW. Et puis on a le service design qui conception l'équipement, qui va mettre 10% de marge de sécurité. L'ingénieur qui va être en charge de faire la réalisation, qui va aussi appliquer sa marge de 10% pour être sûr que ça va bien marcher. Et puis après, il y a l'acheteur, quand il regarde les spécifications, il dit: tiens, c'est quoi le standard le plus proche? Et il va encore lui aussi surdimensionner. Au final, on se trouve avec un équipement qui est 40% plus puissant que ce dont on aurait réellement besoin. Ça, c'est vraiment une maladie très classique et coûteuse pour les entreprises. Et on voit beaucoup, alors là, c'est un exemple avec les moteurs, mais dans les chaudières, regardez dans vos entreprises les chaudières.
quel est leur taux de charge réel. Moi, j'ai énormément de chaudières qui ne dépassent pas les 25% de taux de charge. Voilà, on se retrouve avec des équipements, quand ils sont surdimensionnés, qui forcément surconsomment de l'énergie. Et on va le voir, il y a des exemples également sur l'air comprimé, on vous a mis un petit graphique là-dessus. Voilà, on a fini pour cette partie, et on va passer maintenant aux utilités. Alors, le froid, on l'a vu, c'est un incontournable, il y a quasiment, je pense pouvoir dire, enfin, même hors climatisation, enfin, en comptant du coup la climatisation, il n'y a pas un site agroalimentaire qui ne dispose pas d'une machine froid. Au moins de la climatisation pour un bureau, j'en suis quasiment certain, on va dire c'est 99% des sites qui sont équipés. Donc ça me semble important parce qu'il y a et on voit qu'il y a aussi une manque de connaissances des entreprises sur ce sujet. Aussi ces webinaires, après c'est aussi compliqué d'avoir ces connaissances-là, de bien les avoir en tête, mais on va passer 5 minutes à se remettre en tête le fonctionnement d'une machine froid, parce que derrière, ça permet aussi de comprendre les dysfonctionnements qu'on va pouvoir avoir et comment faire en sorte que ces machines fonctionnent le mieux possible. Alors, volontairement, il va y avoir plusieurs schémas qui vont se succéder, qui restent simples, mais pour expliquer en fait vraiment comment fonctionne cette machine, avec, sans vouloir dire un petit diagramme de Mollier qui va suivre après, qui est très simplifié. Mais c'est important parce que voilà, c'est essentiel dans les entreprises. Donc, les machines froides, il y a, on va dire, 4 éléments. Donc, on a un compresseur qui se trouve ici, qui est vraiment le moteur de ma machine frigorifique. Ensuite, on va voir notre condenseur, qui est ici. Donc, le compresseur, j'aime bien faire l'analogie avec le frigo domestique, parce que tout le monde a un frigo chez lui, et visualise à peu près ce que c'est. Donc, le compresseur, c'est la petite boule noire qu'il y a derrière, en bas du frigo. Le condenseur, c'est la grille noire qu'il y a derrière votre frigo. Ensuite, on a un détendeur. Alors, le détendeur, ça, c'est pas très visible, c'est juste comme une petite vanne, en fait. Et après, on a un évaporateur. Là, c'est ce qui se trouve dans la paroi à l'intérieur de votre frigo. Souvent, on voit des petites lignes en surépaisseur, parce que derrière, il y a un petit tube qui peut être peut-être encore en cuivre, en tout cas un petit tube métallique, dans lequel va passer le fluide frigogène. Alors, comment ça marche? Un frigo, c'est comme une pompe à chaleur. Son objectif, c'est on lui apporte de l'énergie pour qu'il fasse un transfert d'énergie entre l'intérieur du frigo et l'extérieur du frigo. Hein? L'objectif, c'est de prendre des calories dans le frigo et de les rejeter à l'extérieur. Donc, on va alimenter le compresseur en électricité. Le compresseur va comprimer le fluide, il va aspirer les vapeurs qui viennent de l'intérieur du frigo, des vapeurs qui sont froides, on va dire autour de 0 ou moins 5 degrés. Quelles sont les températures exactes d'un cycle sur un frigo domestique. Et puis, il va comprimer ce fluide. En le comprimant, il va lui apporter également beaucoup d'énergie. Donc là, alors là, on est en énergie, on n'est pas en puissance. Et si la puissance absorbée par le compresseur, c'est 40 kW, voilà. Derrière, on va avoir un rejet. Donc, là, on est en vapeur. On va refroidir notre fluide, mais qui est à haute pression. Il y a quelques barres de pression dans notre condenseur. Donc là, le fluide va se refroidir. Donc il va perdre de l'énergie, mais tout en étant toujours à haute pression. Donc, en début de condenseur, on est à vapeur, et ensuite on va passer à l'état liquide. On a notre condensation, ce qu'on appelle des vapeurs HP pour haute pression. Et ensuite, ce liquide, haute pression, on va le faire passer à travers le détendeur. Et en faisant passer notre liquide à travers le détendeur, donc il va du coup se retrouver dans une zone de faible pression. Et qu'est-ce qui se passe dans une zone de faible pression? Notre liquide il va avoir tendance à s'évaporer. Sauf qu'en s'évaporant, il va avoir besoin d'énergie pour s'évaporer. Et cette énergie, où est-ce qu'il va la trouver? Il va la trouver dans le milieu environnant. Donc en fait, le but d'un fluide frigorigène, c'est de pouvoir avoir une température
d'évaporation qui a une faible température et qu'on va pouvoir piloter à travers notamment la pression de vaporisation. Donc là, une vaporisation, alors, qui va être en général, on est quand même toujours à des pressions relatives positives. On est supérieur à la pression atmosphérique. C'est très rare d'avoir des machines frigorifiques qui travaillent une pression inférieure à la pression atmosphérique parce que c'est compliqué. En cas de fuite, on va avoir de l'air qui va rentrer dans le circuit. Donc là, on va avoir notre liquide qui va s'évaporer, par exemple, à 1,5 bar, à une température de moins 5, moins 10 degrés, voire beaucoup plus bas en fonction du fluide et de la pression d'évaporation. Et donc, cette vapeur, elle va petit à petit se charger en énergie, donc elle va absorber la chaleur par cette évaporation, et elle va retourner dans le compresseur. Et là, le cycle va pouvoir recommencer et on va à nouveau évacuer la chaleur. On voit vraiment qu'on a un transfert d'énergie, hein, c'est juste un transfert d'énergie de l'intérieur de mon frigo vers l'extérieur du frigo. Donc, on est bien d'accord que l'ensemble, si on regarde l'ensemble du système, il est absorbé, par exemple, à 100 kW, 100 kW de puissance, enfin, il absorbe 100 kW de puissance froide, il rejette 140 kW de chaleur. Il rejette plus de chaleur parce que on a de l'énergie électrique qui a été apportée à un moment. Donc la compression, elle apporte de l'énergie au fluide. Ce qui fait que, c'est important à rappeler à ces périodes de forte chaleur, si vous ouvrez la porte de votre frigo pour rafraîchir votre pièce, vous faites une erreur parce qu'en fait, vous allez contribuer globalement à chauffer votre pièce. Si vous voulez vraiment vous rafraîchir, il faudra rentrer dedans et refermer la porte derrière. Donc là, on est sur le même cycle, hein. Les éléments ne sont pas positionnés pareil. Un compresseur sur lequel on apporte de l'énergie électrique, un évaporateur, le cycle est dans ce sens-là, un condenseur qui va éliminer la chaleur, le détendeur, donc la zone haute pression, elle est en haut, et donc l'évaporateur qui va absorber en faisant évaporer le fluide. Alors comment ça se positionne parce que donc on a ces mélanges liquide-vapeur. Donc là, le diagramme de Mollier classique que l'on voit, on a notre courbe avec ici la phase liquide, la phase vapeur, et là les phases de transition intermédiaires. Et donc, en théorie, en compression, donc là, on a la température, et là, on a l'entropie en kilojoules par kilo. Donc là, on monte la vapeur en pression, et après, cette vapeur, on va la refroidir. Donc cette vapeur, en la refroidissant, on va réduire la quantité d'énergie dont elle dispose. Et puis là, après, donc, au point 3, on passe le détendeur. Donc la température va diminuer. Et puis là, on va avoir l'évaporation. On va arriver sur l'évaporation. Et petit à petit, en fin d'évaporation, l'objectif, c'est de ne rentrer que de la vapeur dans le compresseur. Alors ça, c'est un enjeu parce que les compresseurs, on comprime un gaz, un liquide, c'est globalement incompressible ou très faiblement compressible, donc on casse le compresseur si on a du liquide qui arrive dans le compresseur. Donc là, c'est important ici de s'assurer qu'on est intégralement en vapeur. Donc en fait, en réalité, on va souvent un peu plus loin. On fait ce qu'on appelle alors c'est un sous-refroidissement pour être sûr qu'on rentre bien que de la vapeur dans le compresseur. Voilà. On parle parfois de COP, c'est un peu une erreur. Le vrai terme, c'est l'énergie efficiency ratio, ou EER, pour l'acronyme anglais, pour qualifier la performance énergétique des groupes froids. Parfois, on peut avoir plusieurs cascades de compresseurs pour améliorer le rendement de la machine et éviter d'avoir un taux de compression trop important. Parce qu'effectivement, plus on va vouloir descendre bas en pression, plus il va falloir que notre compresseur il travaille entre notre basse pression et notre haute pression. Et donc, parfois, dans certains cas, c'est plus pertinent d'avoir un cycle avec 2 étages de compresseur. Et dans ce cas-là, en fait, si on regarde le cycle de haut, on a notre compresseur classique, on lui fournit de l'énergie électrique. Notre condenseur, on évacue la chaleur à l'extérieur, on détend, et là, on va refroidir. Sauf que là, ce que l'on va refroidir, finalement, c'est le cycle d'un autre fluide qui va être comprimé,
Et donc, ça va nous permettre, par exemple, d'avoir un condenseur pour un autre cycle qui va se trouver à 0 degré, moins 5 degrés, donc à faible température. Et là, du coup, on va avoir un évaporateur qui va pouvoir travailler, par exemple, à moins 30, moins 40, sans pour autant avoir un taux de compression trop important au niveau de ce compresseur. Ça, c'est par exemple intéressant si vous avez un réseau, pas mal de chambres froides positives, plus une ou deux chambres froides négatives. Et bien, ces chambres froides négatives, vous allez les faire fonctionner, elles vont finalement se condenser sur l'évaporateur de vos chambres froides positives. Et du coup, vous allez avoir un compresseur ici qui va avoir un travail qui est plutôt faible. Parmi les sites qu'on a édités, par exemple, ils avaient un circuit froid positif. Alors, je ne vais pas vous dire sur le fluide, je pense que c'était du R134, avec une très grosse machine parce que il fallait faire tout le froid des salles de travail, etc. Et puis, une grande chambre froide négative, mais finalement dans laquelle il y a assez peu d'entrée d'air, et ils avaient un tout petit compresseur, un compresseur qui était beaucoup plus petit, qui fonctionnait au CO2, et qui pouvait être beaucoup plus petit parce que lui, il condensait finalement des températures très faibles, ce qui lui évitait d'avoir un travail trop important. Donc on avait un cycle sur le froid négatif qui était très, très performant. Voilà pour comment dire, la théorie sur le froid. Et maintenant, alors, on va essayer de vous partager. Alors, l'ADEME a fait il y a quelques années, ils n'ont pas renouvelé depuis là. Donc, je vais d'abord vous faire une vue d'ensemble, mais j'imagine que là, vous ne voyez pas grand-chose, donc je vais juste faire une présentation globale. Donc là, vous avez le compresseur, là, c'est la chambre froide, et après, tout c'est le frigorifique. Et maintenant, on va faire des zooms pour voir un petit peu quels sont les points clés. J'espère que ça va être assez fluide pour zoomer. Hop, là. Alors, la première question à se poser, parce que ces posters sont vraiment très bien faits, on pourra vous les transmettre. Là. La première question à se poser quand on va concevoir une machine froide, hop, voilà, zoom, il me semble pas mal pour que vous puissiez lire. Hop. Alors, la première question, je disais, c'est la question des usages. Et, hop. Et la première question, c'est vraiment aussi celle de la température. Ajuster la température de réfrigération. Alors, on va dire que souvent, c'est plutôt optimisé, mais alors, notamment plutôt en froid positif. Et après, ça dépend du contexte des entreprises, parce qu'il y a dans certains sites, on a du mal à atteindre les températures de consigne, donc des fois, on est plutôt limite. C'est peut-être plus en froid négatif, paradoxalement, qu'on voit des entreprises qui mettent des marges de sécurité avec chambre froide à moins 22, moins 23. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'il y a quand même maintenant une sensibilité. Il y a eu la crise de l'énergie qui a fait voilà, prendre conscience de tout ce que l'on pouvait économiser sur le sujet. Mais la première question à se poser, c'est vraiment quelle température pour quelle zone. Après, parfois, par contre, c'est ça, c'est OK, dans ma chambre froide, je dois voir, je suis entre 2 et 4 degrés. Par contre, est-ce qu'en ambiance, j'ai vraiment une température qui est adéquate? Est-ce que c'est réellement nécessaire d'être à 18 degrés ou à 20 degrés? Voilà. À combien je devrais être? Après, bien sûr, tout ce qui est entrée d'air, hein, ça va être des choses sur lesquelles on va pouvoir agir. Et c'est des constats que l'on fait, surtout quand il y a beaucoup de mouvements de l'entreprise, quand c'est en activité. Et là, un rappel, hein, les entrées d'air peuvent être responsables de 20 à 40% du bilan frigorifique d'installation. Donc, dans certains cas, ça peut être énorme. Et certes, une porte rapide, c'est cher, mais en fonction de vos températures des entrées d'air qu'elles vont pouvoir éviter, ça peut être rapidement avancé. Après, on n'est pas obligé de mettre des portes rapides très chères. Ça peut être des rideaux à lanière, éventuellement des rideaux d'air, mais la porte va rester le système le plus efficace. Un point important, surtout quand on est dans des ambiances négatives, on voit moins d'erreurs de conception aujourd'hui, mais prévoir des sas tampons, ça c'est extrêmement important, notamment pour éviter tout ce qui est problématique de givrage arrière. Ça, c'est vraiment plutôt des enjeux qu'on va trouver dans les chambres froides négatives.
Ensuite, au niveau de ces chambres froides, alors, les sondes, en général, là, c'est l'installateur qui les positionne. Elles sont, j'ai pas d'expérience où elles étaient forcément mal positionnées. Elles sont effectivement normalement en température de reprise. Le calorifugage, c'est vrai que là, on parle de calorifugage du circulaire. Alors, je ne sais plus s'il parle à un moment de calorifugage, non, de l'isolation, circulation, enfin, du circulaire, pardon, du circuit froid. En général, c'est plutôt bien fait, mais c'est vrai que sur des vieux circuits, notamment au niveau des compresseurs à l'extérieur avec des calorifuges qui sont exposés au soleil, et là, ça se dégrade, et puis on peut avoir par exemple des retours de vapeur qui sont exposés en plein soleil, donc c'est dommage, c'est-à-dire que votre vapeur va rentrer plus chaude dans votre compresseur, et du coup, ça veut dire que ça va sortir plus chaud, il va falloir évacuer plus de chaleur. Donc voilà, même à l'extérieur, ça vaut le coup enfin, ça vaut le coup d'isoler correctement son circuit froid. Il y a la question quand même effectivement de la circulation d'air, de s'assurer qu'on ait une température qui est homogène dans la pièce. La distribution, donc voilà, il est préférable d'utiliser des vannes 2 voies que des vannes 3 voies qui vont générer une circulation plus inutile. Donc voilà, là, on était sur la phase usage. Alors, l'éclairage, c'est vrai que l'éclairage, ça apporte de la chaleur. C'est moins vrai avec les LED aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, quand on peut couper cet éclairage dans la chambre froide, c'est tant mieux. Un point important, c'est peut-être pas bien dit ici, ça rejoint la circulation d'air, mais on voit par exemple de la ventilation parfois qui fonctionne en permanence dans la chambre froide. Alors ça dépend des équipements, les équipements qui ne supportent pas des cycles d'arrêt. Mais voilà, en général, enfin, on n'a pas besoin de brasser l'air en permanence dans une chambre froide, sauf qu'il y a besoin de la refroidir. Mais quand elle atteint la température de consigne, de pouvoir mettre de la variation de vitesse et de la régulation sur la circulation de l'air, ça c'est extrêmement important. Et là, vous allez avoir des gains significatifs parce que les moteurs, la ventilation dans dans une chambre froide, c'est loin d'être négligeable. C'est par exemple, c'est souvent très supérieur à la puissance installée pour l'éclairage. Alors, on va aller du côté maintenant de la machine froide. Alors, ici, je vous fais, avant d'aller sur les recommandations, un descriptif rapide de l'installation qui est un petit peu spécifique. On est sur une installation en froid indirect. Donc ici, on a le compresseur, il va produire son froid, donc on a le fluide qui vient ici, qui va dans cet échangeur qui fait office de condenseur, pardon, d'évaporateur, excusez-moi. Donc il va refroidir un circuit d'eau glycolée. Ce circuit d'eau glycolée, il est représenté par ces petits tuyaux bleu clair. Il alimente un ballon et ensuite ce ballon, donc là on a la pompe primaire entre l'évaporateur et le ballon tampon. Et là on a la pompe secondaire qui va alimenter les usages, donc aller vers la chambre froide. Donc ici on n'est pas sur du fluide frigorigène, on est sur de l'eau glycolée. Ceci dit, c'est vraiment ce qui a tendance à se développer aujourd'hui, sauf que le plus souvent en fait, on n'a pas l'évaporateur dans ce cas-là, il est regroupé, il est avec le compresseur, enfin on a un bloc souvent qui est à l'extérieur, qui va réunir ces deux éléments et qui vont peut-être se trouver sous le condenseur, qui ici n'est pas réellement si pardon, si c'est un condenseur. Excusez-moi, c'est un condenseur. Il y a une récupération de chaleur, mais ça reste un condenseur. Donc sous le condenseur, qui sont les gros ventilateurs qui permettent d'évacuer la chaleur à l'extérieur. Donc là, on est sur un système optimisé sur lequel on a de la récupération de chaleur. Donc notre fluide chaud est refroidi dans cet échangeur avant de finir son refroidissement dans le condenseur pour être sûr que c'est bien une phase liquide qui va rentrer dans le condenseur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme élément de pilotage? Alors, déjà, on peut commencer par le volet, tout le volet régulation pilotage. Effectivement, alors, vous avez sans doute entendu parler de système haute pression ou basse pression flottante. Ça, c'est là où on a le plus de gains. Là, on parle de 10 à 25% de gains. En quoi ça consiste? Ça veut dire qu'on a vu, hein, plus le travail du compresseur est important, plus il va consommer de l'électricité. Or, pour être sûr que l'on évacue correctement la chaleur et qu'on a bien condensé tout notre produit, en fait, ce que l'on fait, c'est que plus il fait chaud, plus on va devoir monter en pression pour être sûr qu'on va réussir à condenser. En gros,
pousser plus fort sur les molécules pour qu'elles acceptent de se rassembler, se mettre à l'état liquide. Parce que plus il fait chaud, on va dire, plus les molécules sont excitées et vont être mobiles. Par contre, l'hiver, avant, on avait des installations qui étaient, dont la haute pression était toujours la même. On disait, bah, l'été, il fait maxi 35 degrés, je mets ma pression de condensation à 40 degrés, ça me fait un pincement de 5 degrés. Donc, je sais que je suis toujours bon, je vais toujours réussir à condenser. Sauf que l'hiver, quand il fait 5 ou 10 degrés d'or, on n'a pas besoin de monter à 40 degrés pour condenser. Donc, on va pouvoir réduire la pression de condensation et du coup, bah, forcément, en conséquent, on réduit énormément l'énergie apportée au compresseur. Et du coup, on va réduire aussi la chaleur, la quantité de chaleur qu'on a dissipée à l'extérieur. Alors certes, on va avoir une différence de température plus faible entre le fluide et la température extérieure, mais ça pose pas de souci. Et au contraire, donc, un condenseur, s'il est plus grand, donc on dit pour un condenseur, 10% de surface en plus, c'est 1 degré de gagner de pincement. Et donc, c'est 2 à 3 d'énergie économisée. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la haute pression flottante. On va adapter la haute pression du compresseur. Et il y a son équivalence qu'on appelle la basse pression flottante. On va s'intéresser à côté basse pression. C'est que parfois, par exemple, on n'a pas besoin de produire aussi froid toute l'année. Notamment, par exemple, quand on est sur du refroidissement en froid positif, la perte, on l'a vu, une chambre froide, une grande partie de son besoin en froid, c'est fait par soit les apports d'air, soit la perte à travers ses parois. Or, l'hiver, les apports d'air et la perte à travers les parois sont beaucoup moins importantes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une puissance de production de froid qui est beaucoup moins importante, puisqu'on a moins de perte de froid à compenser. Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler avec une température un peu plus importante dans notre circuit de glycolyse. Ça se fait beaucoup, notamment sur les styles. Alors, on n'a pas vu dans le cas du projet ENEAM, mais les gens qui font du stockage de pommes, par exemple, ils ont souvent 2 consignes de température d'eau glycolée, une pour l'hiver et une pour l'été. Alors là, on régule pas, c'est pas une régulation très fine, mais après, on peut aller vers des régulations beaucoup plus fines et vraiment adapter notre production de froid à notre besoin réel. Ou faire en sorte que, par exemple, euh, plus on se rapproche de la température de consigne, finalement, moins on a besoin de puissance froid. Donc, plus on va remonter la pression d'évaporation et donc laisser remonter un petit peu la température soit du fluide frigorigène, soit de l'eau glycolée qui circule. Et là, ça permet voilà, des gains très importants parce qu'on va vraiment agir directement sur le, sur le, sur le travail du compresseur. Bon, on parle ici de free cooling. Alors, le free cooling, ça consiste à refroidir directement un fluide, par exemple, mon eau glycolée, plutôt que de la faire passer à travers le compresseur. S'il fait suffisamment froid dehors, je peux la faire passer directement dans, euh, dans mon condenseur. Alors, en général, c'est-à-dire qu'on a une partie du condenseur qui est dédiée au free cooling. Ça, c'est vrai que c'est rarement le cas. Ça complexifie les installations, ça dépend vraiment des températures que l'on souhaite avoir. Ça va être valable plutôt si on veut du rafraîchissement à des températures qui vont se situer entre 15 et 20 degrés. Mais après, ça veut dire qu'il faut regarder les données météo. À combien, parce que si on veut un delta T, par exemple, de 10 degrés, ok, si je veux 15 degrés, ça veut dire qu'il faut combien d'heures par an j'ai une température inférieure à 5 degrés sur mon site. Et là, je vois si c'est pertinent ou pas, ça justifie l'investissement dans un équipement de free cooling. Un point très important, c'est le besoin. Alors, j'ai dit à plusieurs reprises, on a organisé donc différents webinaires enfin, un webinaire sur le froid. Il y a eu un effet d'aubaine des C2E, notamment sur ce volet-là, récupération de chaleur, on va y venir. Il y a eu tendance à surdimensionner les installations de production de froid. Et on a encore vu un exemple récent, on a pu faire des mesures. Et voilà, ça c'est vraiment, enfin, c'est dramatique parce que ça entraîne vraiment des surconsommations énergétiques. Je vais boire un petit coup. Donc, c'est important d'avoir une consommation qui est ajustée à son besoin. Et dans le cas où on a une installation qui est vraiment, enfin, majeure pour l'entreprise, je conseille vraiment de faire appel
un bureau d'études indépendant qui va travailler sur le cahier des charges d'installation. Parce que si vous faites faire l'étude à votre frigoriste, alors, il y a une discussion, parce que la fiche C2E de récupération de chaleur, elle va être supprimée à cause des nombreux avis qu'il y a eu dessus. On avait d'abord réduit son intérêt, mais ça n'a pas empêché de continuer à faire du surdimensionnement. Donc là, elle va être, sauf changement, supprimée, ce qui est dommage, parce que ça reste d'un point de vue technique parfaitement intéressant, mais encore faut-il que l'installation soit correctement dimensionnée. Sinon, donc pour terminer, c'est faire appel à un bureau d'études indépendant qui va travailler sur le dimensionnement, sur la conception de votre installation, et après de la faire réaliser par un frigoriste. Ça, vous serez sûr que vous aurez une installation qui a été réfléchie en fonction de votre besoin, et pas surdimensionnée, même si vous allez payer pas très cher à l'investissement, parce qu'elle va être financée en partie par des C2E, vous allez payer toute cette durée de vie. Et ouais, l'installation froide, normalement, c'est au grand minimum 10 ans, voire 15, voire 20 ans, quand elles sont bien maintenues. Donc en termes de récupération de chaleur, c'est vrai qu'à 15-20 ans, c'était vraiment très anecdotique. Maintenant, c'est systématique parce que c'était très bien financé, c'était fait de manière abusive. On peut récupérer la chaleur sur les groupes froids. Cette chaleur peut nous servir à plein de choses. Elle peut servir à des givrage, mais aussi à produire le chaud. On peut faire de la récupération de chaleur à la fois sur le circuit des compresseurs, mais aussi sur le flux frigorigène, donc à différents niveaux. Quand on envisage de faire la décarbonation, cette chaleur, ça peut être la source froide d'une pompe à chaleur pour faire une hausse de température. Il y a plein de systèmes performants à envisager. Le gros piège, le gros point de vigilance à avoir, c'est de se dire, si je veux faire la récup de chaleur pour des applications de chauffage, attention, parce qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est que d'une part, souvent, le chauffage, on en a besoin l'hiver. Or, on a besoin de moins de froid l'hiver. Et que si on fait de la régule sur HP flottante, et ben en fait, on ne va pas récupérer beaucoup de chaleur, puisque, on l'a dit, on va baisser la pression de condensation pour éviter de faire trop travailler le compresseur. Et si on veut faire de l'eau chaude, enfin, récupérer la chaleur l'hiver avec notre compresseur, finalement, ça revient à avoir un chauffage électrique, parce qu'on va devoir faire travailler plus notre compresseur. Donc, là, vraiment, ça demande des calculs précis pour être sûr de l'intérêt de ces systèmes. Euh, Variation de vitesse, là, bien sûr, ça c'est un point clé sur tout ce qui est motorisation et en froid aussi. Ça permet de réguler plutôt que d'avoir du tout ou rien. Ou ce qu'on avait la variation de vitesse par tiroir sur certaines machines. Euh, la variation de vitesse est très intéressante parce qu'elle va permettre effectivement d'adapter le travail du compresseur aux besoins et d'éviter des cycles de redémarrage et d'arrêt qui sont jamais bons pour les machines. Les fuites, alors bien sûr, sur ce qui est circuit frigo, c'est bien sûr à éviter, et d'autant plus que les fuites sont polluants et coûtent cher. Après, on peut faire du stockage, donc le stockage, voilà, on a un ballon tampon de glycolé. Voilà, il y a toujours un ballon tampon qui permet d'assurer une régule. J'ai jamais vu vraiment en tant que stockage froid de manière significative. L'évaporateur, alors, comme pour le condenseur, effectivement, si on surdimensionne un peu, on va pouvoir réduire un petit peu le pincement et du coup rehausser les températures d'évaporation et on gagne un peu en consommation d'énergie. La distribution, alors ça c'est un point important parce que notamment, enfin, aujourd'hui, avec les nouveaux flux frigorigènes, on va de moins en moins vers une installation en détente directe. Ça c'est peut-être quelque chose que j'ai pas trop évoqué. C'était si je reviens sur le schéma initial, effectivement, dans le frigo, mon frigo domestique, hein, c'est vraiment mon flux frigorigène. Souvent, c'est l'isobutane qui passe dans l'évaporateur. Aujourd'hui, en industrie, le sens de l'histoire fait qu'on va plutôt vers la production de froid indirect. C'est ce qui est précisé sur ce schéma-là. On refroidit de l'eau glycolée et c'est ensuite de l'eau glycolée que l'on va distribuer dans l'usine. Par contre, on est très froid, on peut aller aussi sur de l'alcali pour être à température négative. Ça implique l'avaporateur. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de confiner le fluide à la salle des machines. Quand on est sur des fluides qui sont toxiques comme l'ammoniac ou inflammables comme le propane, c'est un gage de sécurité. Et on l'a vu hier, hein, le propane,
et ammoniac sont notamment des fluides qui sont amenés à se développer. Alors, ça n'empêche pas qu'on avait auparavant une grosse installation d'étang direct en ammoniac. Ça existait, il n'y a pas de problème là-dessus. L'avantage de l'ammoniac, c'est quand on a une fuite, pardon, on la détecte et on peut l'arrêter rapidement. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une régulation sur ces pompes de distribution, parce que ces pompes, du coup, c'est en foin direct, ça amène une consommation d'énergie permanente, et une installation de froid direct est plus compliquée à réguler qu'une installation en froid direct, parce qu'en froid direct, on avait juste notre compresseur ici, on pouvait faire varier sa vitesse, on pouvait l'arrêter de démarrer, même en tutoriel, j'ai envie de dire, il s'arrête, ça consomme plus rien. En froid direct, votre compresseur s'arrête, et vous avez toujours souvent votre pompe primaire qui fonctionne. Celle-là, en général, elle fonctionne en permanence. Elle est souvent pas servie au compresseur, parce qu'en fait, le compresseur, quand on est en froid direct, pour qu'il démarre, il faut être sûr qu'on a un débit dans l'évaporateur, sinon on a un risque de trop refroidir et de poser des problèmes dans l'évaporateur. Donc on a nos pompes de distribution, nos pompes primaires souvent, qui fonctionnent en permanence. Les pompes secondaires, on peut les réguler en fonction du débit, mais là encore une fois, selon les usages, selon le réseau, vous allez être obligé de maintenir un débit plus ou moins permanent. Donc il faut voir quels sont vos différents usages et comment vous allez pouvoir intervenir sur la régulation de votre pompe secondaire. Et après, voir avec votre rigoriste pour qu'il y ait une vraie régule sur la pompe primaire et voir si quand le compresseur s'arrête, elle aussi, elle peut s'arrêter. Sachant que ces pompes, c'est comme un compresseur, c'est comme, voilà, elles tournent en permanence, donc elles vont contribuer à apporter de l'énergie et une partie de l'énergie électrique de la pompe qui est dissipée donc, en énergie mécanique, mais aussi en énergie thermique, donc elles contribuent à chauffer le réseau. Donc, plus elles vont fonctionner alors juste le débit et s'arrêter dès que c'est possible, au moins elles vont contribuer à apporter la chaleur dans le réseau. C'est pour ça qu'il y a des gains très importants sur ces pompes de distribution. Voilà, et là aussi, donc, la variation de vitesse, c'est évident. Je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des items de ce poster. Je vais vérifier comme ça. Ouais, donc ça, c'était l'enjeu sur le froid. Je voulais dire peut-être un petit mot dont j'ai parlé de la question du surdimensionnement, puis après le choix des fluides, on l'a vu hier, hein. Ce qui est conseillé pour l'avenir, c'est qu'on déconseille les HFO. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des PFAS et qu'il y a un risque en 2026, il y a une réglementation qui arrive sur les PFAS concernant les fluides frigorigènes, avec sans doute un calendrier d'interdiction à venir. Ça peut-être pas immédiat, mais qui fera que les machines que vous avez aujourd'hui en HFO risquent de ne plus bien fonctionner. Donc on va plutôt s'orienter pour les installations moyennes vers propane, voire ou CO2. L'ammoniac, aujourd'hui, est quand même réservé aux plus grosses installations. Il y a un fonctionnement particulier du CO2 aussi que l'on peut évoquer. C'est que le CO2, et je vais fermer, je vais revenir sur la slide précédente. Le CO2, c'est particulier parce que on atteint vite, alors là, la courbe n'est pas terminée, et ici, on a le point critique, et le CO2, on atteint vite le point critique. C'est-à-dire que, dans certains cas, le fonctionnement du CO2 va se faire en ce qu'on appelle en transcritique. C'est-à-dire dans notre condenseur, on ne va pas avoir de condensation, mais notre condenseur va devenir ce qu'on appelle un gaz couleur, il va simplement refroidir le gaz. Et la détente se fera, donc non pas avec un liquide, mais simplement un gaz refroidi. Ça, c'est un petit cas particulier. Quelques retours terrain. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises avec une caméra thermique lors des diagnostics. Retours terrain, alors c'est des points qu'on n'a pas évoqués, c'est pour ça que ça me semble intéressant de faire ce retour-là. Donc là, c'est devant une chambre froide négative. On a des résistances qui permettent de dégivrer les seuils pour éviter d'avoir de la glace. Donc là, on a l'extérieur de la chambre. Alors, même si la caméra thermique, il y a toujours une certaine impression, mais vous voyez qu'on a une température de 30 degrés quasiment sur le seuil de la porte. Vu de l'intérieur, on n'est pas sur la température aussi élevée,
On a quand même on voit nos résistances, c'est normal qu'il y ait une visibilité. Mais là, clairement, il y avait un problème de réglage de la température sur le seuil de la porte. Donc là, on a travaillé, on a réduit les températures. Ça, donc, tout ça, cette dalle, hein, ces résistances, c'est un apport de chaleur dans la chambre froide. Donc, elles sont nécessaires, il ne faut pas qu'il y ait de glace, mais par contre, il n'y a pas besoin qu'il fasse très chaud. On est tous d'accord qu'au-delà de 0 degré, on n'a pas de risque de formation de glace. La question aussi de la résistance thermique et de l'étanchéité des parois. Alors, sur des installations neuves, en général, il n'y a pas de souci. Après avoir ici, on est sur un quai qui est exposé. Alors, je ne sais pas si le quai que j'ai en tête, je crois que c'était un quai qui était exposé au sud. On voit les ports de quai. Bah, il y a des éléments où on a potentiellement du passage d'air. Donc, ça, c'est des éléments qui sont à soigner. Et du coup, voilà, on peut avoir du passage de chaleur, de rentrée de chaleur à ce niveau-là. Là, on est dans une chambre froide, une installation ancienne qui a une quarantaine d'années, des panneaux sandwich, certes dont l'épaisseur est correcte, mais on se rend compte finalement, a priori, il y a eu une dégradation des joints et on a de l'air qui passe au niveau des joints entre les panneaux des parois. Donc là, la question se posait avec l'entreprise, est-ce qu'on va changer l'isolation d'une porte de chambre froide, ça peut être coûteux. Par contre, peut-être une reprise des joints, ça se justifierait, ça permettrait d'améliorer l'étanchéité de la chambre froide. Petite photo d'un compresseur à piston. J'ai un petit groupe froid, un compresseur un petit peu ancien. Voilà, pour illustrer les températures qu'on peut avoir en sortie de compresseur. On a notre culasse de notre piston qui a plus de 85 degrés. Donc voilà, pour dire qu'il y a du coup de la chaleur. Et après, là, on a le circuit de la vapeur, du fluide frigorigène. Je pense que cet élément, c'est possible sur un filtre. Pour dire qu'il y a vraiment de la chaleur à récupérer à ce niveau-là. J'avais autre chose en tête à vous dire, je ne sais plus. Ça me reviendra, c'est pas très. Voilà sur le froid. Alors, deuxième poste qu'on a choisi de traiter, pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est poste de consommation d'énergie électrique, c'est l'air comprimé. Quelques phrases pour avoir en tête l'air que l'on respire est gratuit. En tout cas, pour l'instant, l'air comprimé ne l'est pas. Ça, c'est vraiment un point aussi, peut-être pour sensibiliser l'équipe dans les entreprises. L'air que l'on respire peut être très pollué. L'air comprimé aussi l'est souvent. Vous savez, si on veut utiliser de l'air pour des usages alimentaires, il faut le traiter parce que la plupart des compresseurs sont lubrifiés avec de l'huile. L'air comprimé, c'est vrai que c'est une énergie qui est souvent oubliée. On ne se rend pas compte que c'est l'énergie qu'on utilise quand on utilise l'air comprimé. Et c'est très coûteux. Souvent, on ne s'y intéresse pas trop. Et on se rend compte que sans air comprimé, l'usine, en fait, ne tourne pas. C'est un point à prendre en compte, notamment en période de forte chaleur, parce qu'il y a certains compresseurs qui ne sont pas toujours bien positionnés. Alors, maintenant, on a quelques canicules des années précédentes qui font que ça a engendré quelques prises de conscience quand il y a des compresseurs qui sont arrêtés en raison de surchauffe. Et voilà, l'air comprimé, on a dit 10 à 15%, là on est peut-être un peu élevé, mais c'est entre 5 et parfois 25% de la consommation des entreprises. Avoir en tête le prix du kilowattheure pneumatique, on considère qu'il est 20 fois plus élevé que le kilowattheure électrique. C'est très variable, mais c'est un ordre de grandeur. Un petit rappel de vos années d'études, la gaz parfait, pression fois volume égale NRT. R, donc c'est la constante universelle des gaz parfaits, la température. Donc, plus l'air est chaud, moins il va être dense. Donc on a intérêt à avoir un air comprimé qui va être aspiré le plus frais possible. Un petit rappel là sur l'évolution aussi, c'est intéressant, des compresseurs entre les années 80 et un jour, en fait, on se rend compte que alors, le rendement isentropique du compresseur, c'est le rendement idéal du compresseur en dehors de toute consommation, enfin de toute considération électrique, etc. On n'est vraiment que sur la partie vis du compresseur. Là, on parle des compresseurs à vis.
on a un rendement qui a quand même fortement évolué. Donc, c'est sûr que des équipements plus récents, des fois, ça vaut le coup de faire un équipement qui a 10-15 ans. S'il fonctionne beaucoup, ça peut valoir le coup de changer parce que voilà, on va avoir un gain de rendement qui va être pas négligeable. Et le rendement global du système, donc là, c'est du système compresseur. Aujourd'hui, on considère qu'on peut avoir des rendements de 65%. Attention, là, on est à l'échelle du compresseur. À l'échelle du réseau d'entreprise, c'est une toute autre chose, parce qu'il n'y a pas eu de révolution dans les réseaux, et qu'un réseau, c'est avant tout un réseau, il est caractérisé par ses fuites. Voilà. Un vieil exemple de l'ADN sur l'air comprimé, mais voilà, on considère que un cas courant, on avait un rendement énergétique de 8%. Pour avoir 100 kWh, il fallait rentrer 250 kWh d'énergie électrique entre les pertes moteurs, les pertes compresseurs. Ça peut être amélioré parce qu'on a vu précédemment. Ça se sentait mieux. Mais après, on a les pertes au niveau des outils. Souvent, il n'y a pas forcément des gros gains à ce niveau-là. Des pertes réseau, alors moi je mettrais vraiment plus l'accent là-dessus sur les pertes réseau parce qu'elles peuvent être extrêmement importantes. Et puis un cas optimisé, où finalement, même dans le cas optimisé, alors même si aujourd'hui on va tout être proche des 25%, mais voilà, ça reste une énergie qui est très peu efficace. Et c'est pour ça que ce qu'on va voir après, un compresseur, si on peut l'éviter, il vaut mieux partir sur la motorisation. Ça, c'est des constats qu'on a pu faire dans l'entreprise aussi avec du nettoyage de machines avec des tuyaux coupés. Vraiment, à proscrire, c'est dangereux, ça fait énormément de bruit. Et en plus, si on n'a pas un air qui est bien filtré en amont, on va potentiellement employer nos équipements. La réparation de fuites faites avec du scotch, on en aura encore. Et ce qu'il faut avoir en tête, hein, quand on achète un compresseur, finalement, enfin, sur sa durée de vie, un compresseur, c'est un petit peu d'achat, 13% de son coût, un peu d'entretien, 12%, donc entre l'achat et l'entretien, on est à 25%. Et finalement, c'est beaucoup d'énergie, dont des fuites, et 30%, ça reste finalement relativement raisonnable, parfois ça peut être pire. Alors, on va faire un tour sur le poster ADEME de l'air comprimé, parce qu'il est là aussi bien fait. Si j'arrive à voir ma souris, elle est là. C'est elle là, pardon. Alors, on a notre système global ici avec notre compresseur, toute notre chaîne de production d'air comprimé et, et nos usages. Alors, là encore, le point clé dans l'air comprimé, comme partout, hein. Alors, je ne sais plus où c'est indiqué, mais le premier point clé, ça va être définir ses usages. Alors, quand on est sur la création d'un site, c'est compliqué, mais sur un site existant, c'est de bien vérifier que le dimensionnement de notre compresseur est adapté à notre usage. Ça, c'est valable pour toutes, tous les éléments entrant en lien avec l'énergie. Il y a un seul point où vous pouvez faire du surdimensionnement, ça ne vous coûtera pas cher. Ça vous fera économiser l'énergie, c'est votre transformateur. Transformateur, effectivement, plus il surdimensionné, ou des câbles d'énergie, les câbles électriques, par contre, ça coûte cher. Effectivement, de surdimensionner un transformateur, il va être moins sollicité, il va moins chauffer, il va avoir meilleur. Sinon, pour tous les équipements sur le dimensionnement, c'est égal surconsommation. Donc, dimensionner au plus juste, c'est le premier gage d'avoir une bonne efficacité. Du coup, sur le compresseur, alors, le premier poste à voir, c'est vraiment l'aspect fuite. Alors, c'est vrai que les fuites, c'est pas évident, mais là, il est indiqué donc 20%, 20% de gain potentiel sur les fuites. Ça peut être plus. Nous, on a fait des mesures dans le cadre de ce projet, et c'est vrai que il n'y a que comme ça qu'on peut réellement savoir comment on fait des fuites. Alors, nous, on a fait des mesures
avec nos compteurs, on a pu suivre les consommations des compresseurs. Néanmoins, si vos compresseurs, si vous n'avez pas d'usage d'air pendant la nuit, vous pouvez très bien un soir laisser votre compresseur sous pression, et tous les compresseurs, en principe, il y a un compteur horaire. Vous voyez combien de temps votre compresseur a tourné en charge pour voir quel a été le travail qu'il a dû fournir pour compenser les fuites de votre réseau en fonction de l'heure à laquelle vous faites vos relevés. Vous allez avoir une idée de votre taux de fuite. Ça, c'est une petite méthode simple pour savoir s'il y a un gros boulot ou pas. Ça, c'est vraiment pour chiffrer, pour mettre un coup derrière. Mais vous pouvez aussi le faire de manière plus qualitative, usine arrêtée, en faisant une recherche de fuite simplement à l'oreille déjà. On peut constater beaucoup de choses. Vous pouvez passer derrière aussi par absence APM. Le compresseur, donc, on va aller sur l'équipement de production. Hop. Donc, je l'ai dit déjà, un compresseur qui est bien adapté. Effectivement, la variation de vitesse, aujourd'hui, on a de plus en plus de compresseurs qui sont en vitesse variable. Il y a un petit surcoût, mais quand même, il y a un gain et on verra que un compresseur qui marche à vide, c'est 30% de la consommation électrique pour 0% d'air comprimé. Donc, tout ce qui est marche à vide, c'est vraiment à éviter. C'est là où on va avoir un impact important de l'aspect dimensionnement. C'est sûr, quand on a de la régulation de la variation de vitesse, un surdimensionnement va être moins impactant. Mais néanmoins, par contre, ça coûte plus cher. Et idéalement, le mieux, c'est aussi d'avoir de la cascade, d'avoir plusieurs compresseurs en cascade, notamment si vous avez des régimes de fonctionnement différents, si vous pouvez garder un fonctionnement de la nuit pour alimenter certaines électrovannes, ça vaut le coup d'avoir un petit compresseur qui va alimenter simplement des électrovannes. Et puis en journée, vous allez avoir un plus gros compresseur qui va se mettre en route pour votre process. Donc voilà, la régulation, de l'entretien, un bon positionnement du compresseur, assurer une aspiration d'air frais. Chaque fois qu'on baisse de 3 degrés la température de l'air aspiré par le compresseur, on fait 1% de gain. Et c'est pas rare d'avoir des compresseurs qui aspirent de l'air à 40 degrés. Vous dire que, parce qu'un compresseur, ça dégage beaucoup de chaleur. Jusqu'à présent, c'était très rarement récupéré, c'est de plus en plus le cas et c'est tant mieux. Alors, avant, on récupérait la chaleur, comme c'est présenté ici, pour chauffer des locaux adjacents. Ouais, sauf que l'été, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, il y a de plus en plus de petits échangeurs, des compresseurs qui sont vendus avec des kits, avec des échangeurs pour récupérer la chaleur, on peut produire de chaude. Et l'avantage, c'est qu'on est à un niveau de température très élevé. Et il ne faut pas négliger, à partir d'un compresseur d'une quinzaine de kilowatts, ça vaut tout à fait le coup de mettre, surtout s'il est fortement sollicité, de mettre un petit échangeur pour récupérer la chaleur. Vous allez pouvoir produire de l'eau chaude sanitaire gratuitement, en tout cas récupérer cette chaleur fatale. Et vous allez en plus réduire les rejets de chaleur dans votre pièce, bien que ce qui est conseillé, c'est quand même de gainer le compresseur et de rejeter la chaleur à l'extérieur pour éviter de chauffer l'ambiance autour du compresseur. Voilà, remplacer la machine par une nouvelle, on l'a vu, arrêter les compresseurs en période d'inactivité. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin la nuit ou le week-end, il faut absolument les couper, puisque sinon, c'est vraiment de la consommation inutile. Bon, un compresseur génère des condensats. Ces condensats, on va les récupérer en général en bas du ballon de stockage, puisqu'on va avoir l'air sorti compresseur comme un compresseur froid qui va être très chaud. Il va se refroidir dans le ballon, donc qui dit refroidissement, dit condensation. Donc on va avoir de l'eau, et c'est un mélange d'eau et d'huile, ça fait une espèce de mayonnaise finalement, qui va se former. À ne pas rejeter dans vos eaux usées ni par terre. Vous devez les récupérer, voici le petit bidon, et les faire traiter correctement, parce que ce sont des huiles minérales qui sont polluantes à base de pétrole. Sauf si vous avez un compresseur sans huile, ça existe, il y a des séries de compresseurs sans huile, ils sont plus coûteux, mais c'est utilisé par certaines entreprises. D'avoir alors oui, au niveau des purges, c'est vrai qu'on peut avoir. Alors, idéalement, le mieux, c'est d'avoir un purgeur automatique à niveau. Parfois, on a des temporisations, on entend des purges qui crachent régulièrement. Du coup, la temporisation, c'est vrai, entre l'hiver, on a en général moins besoin de purger parce que l'air est beaucoup plus sec. Et l'été, vous faites un peu plus purger. C'est jamais bien adapté. Et à chaque fois, c'est une perte d'air. C'est pas grand-chose. Ça dépend de l'installation. Mais si vous avez un purgeur à niveau, c'est idéal. Ça va purger que quand il y a effectivement des condensats qui
qui sont présents dans l'installation. On a un séchage de l'air qui est en place. Alors, en général, ce séchage de l'air, il est justifié. On a deux types de sécheurs. On a des sécheurs, ce qu'on appelle adiabatiques, donc qui font simplement un petit groupe froid qui va refroidir l'air pour condenser. Et puis, on a d'autres types de sécheurs. Je sais pas si j'arrive pas à me balader facilement. On a ce qu'on appelle des sécheurs à colonne, avec des déchets. Donc ici, vous avez un exemple de sécheur sur colonne qui permettent d'avoir un point de rosée plus bas. Donc le sécheur adiabatique, le fricot, il va avoir un point de rosée à 2-3 degrés. Là, avec un sécheur sur colonne, vous allez avoir un point de rosée à moins 30, à moins 50 degrés, donc très bas. Alors, à voir si c'est vraiment utile. Alors, c'est utile, par exemple, quand on a des systèmes d'air comprimé qui vont intervenir, par exemple, dans des chambres froides négatives, dans des surgélateurs. Effectivement, il faut qu'il y ait le traire soit très sec pour pas qu'on ait de la condensation à moins 20 ou à moins 30 degrés. Par contre, si vous êtes juste en froid positif, c'est peut-être pas absolument nécessaire. Parce que ces colonnes, parfois, elles sont... Alors, là, on dit un sécheur performant qui est régénéré à absorption avec la régénération par la récupération de chaleur des compresseurs. Et les cas le plus courant que l'on observe, c'est régénérer avec un flux d'air comprimé. Donc, ça va encore consommer d'air. Donc, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un séchage d'air sur colonne? Des fois, c'est peut-être juste que j'ai eu un très bon commercial qui m'a vendu son super système. Ça vaut peut-être pas le coup de le conserver. Si j'ai un petit sécheur adiabatique classique, ça suffit peut-être. Vraiment se poser cette question-là. Et si je dois avoir de l'air très sec, effectivement, un récupérateur chaleur sur compresseur et un séchage, une régénération à l'air chaud de mon sécheur, là, ça peut être placé. Montage, on a dit, vérifier les talons des compresseurs. Ça, je l'ai indiqué, ça peut être tout à fait pertinent. Se rendre compte de son niveau de fuite. Les filtres, ah oui, je vois sécheur à filtre. Quelque chose que je constate aussi souvent, c'est au niveau de l'aspiration du compresseur, donc il y a un filtre basique. Souvent, c'est très encrassé. Enfin, souvent, pardon. Ça peut être très encrassé. Notamment, et ça c'est le cas, je l'ai vu encore une fois à la station de conditionnement de fruits, on a des machines qui montent des cartons. Or, le carton est générateur de beaucoup de poussière. Et ces machines utilisent de l'air comprimé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le compresseur pas très loin de la machine qui va monter des cartons. Le problème, c'est manipulation de carton c'est mécanisé, génère beaucoup de poussière. Donc, en fait, on se retrouve face à des compresseurs qui sont dans une atmosphère très chargée en poussière et sur lesquels on va avoir des filtres qui sont très souvent obstrués. Et même au bout de 15 jours, 3 semaines, on voit que ça revient se colmater. Donc, vraiment, ne pas se caler sur le contrat d'entretien de prestataire et faire un contrôle régulier des filtres. Vous jetez un œil tous les mois. Ça prend 5 minutes d'aller faire un tour et vous voyez si s'encrasse rapidement ou pas. J'en ai pas parlé, mais ça me rappelle aussi sur les condenseurs. Les bons froids, c'est pareil. En début de saison chaude, au printemps, ça vaut le coup d'aller faire un tour, de jeter un œil à son condenseur, même si vous avez un contrat d'entretien, parce qu'on a notamment avec des épisodes de pollinisation, on peut avoir parfois en quelques jours un condenseur qui va fortement s'encrasser. Sur compresseur, en général, on est à l'intérieur, mais si on est dans une ambiance où il y a beaucoup de poussière, à surveiller absolument. Mesure, on l'a vu, du stockage bien dimensionné. Alors là, stockage sur l'air comprimé, ce qui peut être pertinent, c'est d'avoir un stockage qui est déporté par rapport à son compresseur et qui est plutôt proche des machines qui sont les plus consommatrices. Le dimensionnement du réseau, là aussi, alors, les réseaux, hein, c'est contrairement aux équipements de production, effectivement, si on est plus gros, on a moins de perte de charge. Donc là, on va limiter, ça va permettre de travailler à plus basse pression. J'y viens du coup au niveau des usages. Hein. La pression, c'était surpresseur. Je ne sais plus où est-ce qu'on est sur où est indiqué la pression. Plus vous allez réduire la pression de votre réseau d'air comprimé, plus vous allez économiser l'énergie. Passer de 7 bars à 6 bars, c'est 8% d'économie. Et il y a beaucoup de réseaux qu'on trouve par exemple encore à 10 bars. Maintenant, on en trouve de plus en plus à 7 bars, mais voilà, parfois 6 bars, ça suffit. Il faut vraiment voir quels sont les usages. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'air à 7 bars? Est-ce que je peux passer à 6 bars?
Ça dépend vraiment des usages. Il y a certains villages, effectivement, sur certaines productions, où on a des productions de froid, par exemple, pour faire des sorbets. Dans les freezers, on a besoin d'air comprimé. Et on a besoin d'une pression assez importante, donc voilà, on est obligé de monter la pression. Par contre, sur les machines de conditionnement, souvent, c'est détendu à basse pression. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir un air très, très haute pression. Au niveau du réseau, sur quoi on va pouvoir jouer, c'est effectivement de pouvoir isoler certaines portions du réseau. Quand on n'utilise pas certaines portions du réseau, si on peut les couper l'alimentation d'air des machines qui ne sont pas utilisées, des ateliers qui ne sont pas utilisés, ça, c'est des sources importantes de gains. Je l'ai dit, sur le prix du kilowattheure pneumatique, hein, il y a certains outils, alors c'est pas trop le cas en agroalimentaire, on n'a pas vraiment d'outils portatifs comme on peut l'avoir dans le secteur de la mécanique, qui fonctionne à compagnon, on est plutôt sur l'alimentation des machines. Par contre, aujourd'hui, il y a certaines machines où on peut choisir entre l'ergonomie et éventuellement une motorisation. Et bah, si on peut choisir la motorisation, c'est d'autant, c'est mieux. Les fuites, on l'a déjà évoqué. Ça, c'est vraiment un gain important sur les machines, c'est la question des fuites. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble. S'il y a une chose à retenir, c'est l'aspect vraiment dimensionnement, aspirer un air frais et la pression du réseau. Le reste après, c'est un peu plus secondaire. Alors, on va revenir sur le diaporama avec quelques retours d'expérience terrain. Donc là, on voit une photo, encore une fois, caméra thermique, de deux compresseurs qui sont dans des combles. Et ceux-là, en fait, rejettent l'air juste au-dessus du compresseur. Il y a une grille qui va rejeter l'air dans l'ambiance. Et il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'extraction d'air dans cette pièce. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on voit qu'il y a une forte stratification de l'air dans la pièce. Et du coup, on a un plafond qui est extrêmement chaud, des compresseurs qui vont être dans une ambiance chaude. Donc là, c'était une photo qui a été prise en janvier en plus. Donc on peut imaginer que l'été, ça va être beaucoup plus problématique pour les compresseurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit là, il n'y a pas les plastique avec la température comme à côté, mais on voit bien qu'en sortie de compresseur, là, on a le flux, on a des températures très élevées. Donc à droite, c'est un compresseur du même type, hein. Par contre, dont l'évacuation d'air chaud est capotée. Et on voit ici la basse température, même sur l'évacuation d'air chaud, on est à plus de 50 degrés. Et je crois que cet échangeur il se trouve derrière le même compresseur. Donc là, on a un petit échangeur à plaque, hein, entre l'humide et un circuit d'eau fermé. Donc on va pouvoir, l'entreprise a récupéré la chaleur pour chauffer un ballon d'eau chaude. Et ce qu'ils ont constaté, en fait, c'est que finalement, leur ballon d'eau chaude est chauffé très rapidement par le compresseur. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, bah, tiens, comment on peut aller vers un meilleur usage de cette chaleur fatale qui est disponible au niveau du compresseur pour alimenter d'autres besoins, et notamment un équipement de lavage. Voilà, on a fini sur l'air comprimé. On va basculer maintenant sur la vapeur. Alors, la vapeur, c'est un fluide qui est très largement utilisé dans les entreprises agroalimentaires. Alors, pourquoi on utilise la vapeur? C'est tout simplement, c'est une question de différence entre la chaleur sensible et la chaleur latente. La chaleur sensible, c'est l'énergie qui est nécessaire pour faire varier la température de l'eau sans en changer l'état. Donc l'eau, à la température ambiante, on va dire, nous faut donc 4,18 kJ par kilo pour la chauffer d'1 degré. Donc si on veut chauffer 1 litre d'eau de 20 à 100 degrés, il va falloir lui apporter 334 kJ. Ce 4,18, c'est vrai qu'on parle en kilojoules parce que c'est une unité qui est plus petite que le kilowattheure, c'est plus facile, donc c'est pour ça qu'on l'exprime souvent en kilojoules. Les tables d'énergie sur la vapeur sont souvent exprimées en kilojoules. La chaleur latente, en revanche, c'est l'énergie qui est nécessaire pour changer l'état d'un fluide sans modifier la température. Vous savez qu'un changement d'état, l'eau est bout à température constante, donc, parce que c'est un corps pur. Donc l'eau, à 100 degrés, elle passe de l'état liquide à l'état vapeur. Et la chaleur latente de vaporisation de l'eau, c'est de 2258 kJ par kilo. Donc ça veut dire que on a besoin de 6 fois plus d'énergie pour vaporiser 1 litre d'eau que pour chauffer de 20 à 100 degrés. Donc ça veut dire que derrière, quand on va utiliser cette énergie, le fait de condenser 1 litre d'eau va nous permettre
de capter 6 fois plus d'énergie. Donc l'intérêt de la vapeur, finalement, c'est ça. C'est que ça permet une grande capacité, c'est une grande capacité de puissance par rapport à la quantité de fluide que l'on va transporter. Je mets un mais, 3 petits points, parce qu'on se rend compte que effectivement c'est très pratique, c'est très puissant la vapeur, mais par contre, c'est à l'origine de beaucoup de pertes. Alors, vous voyez ici un exemple d'usage de la vapeur avec des échangeurs à surface raclée. Vous avez ici un purgeur à flotteur qui vient récupérer les condensats en sortie de l'équipement. On va aller. Oui, les purgeurs, c'est un point clé. Je vais peut-être, avant d'aller plus loin, vous montrer quelques exemples. Là. Vous avez des purgeurs qui se trouvent à flotteur, des purgeurs thermodynamiques. Tout ça, c'est assez compliqué. Et finalement, on se rend compte que c'est pas évident d'avoir un réseau aussi bien conçu sur de la vapeur. Et ces purgeurs, souvent, ils vont être à l'origine de dysfonctionnements. Et c'est les principaux responsables des pertes sur un réseau vapeur, en tout cas dans mes constats récents. On va aller sur le poster ADN qui nous présente la vapeur. Alors, je n'ai pas fait la ventilation, on y reviendra peut-être plus tard. Donc là, on est sur la vapeur. Alors, la vapeur, là encore, le poster ADEME est bien fait. On a la production de vapeur, je vais faire un dézoom pour prendre un petit instant. On a la production de vapeur et on a l'utilisation. Là aussi, on est sur la bâche, on est sur la partie production de vapeur. La partie usage est plus petite dans la réalité, c'est plutôt la partie usage qui prend le plus de place. Donc, la vapeur, la première chose à faire, hein, encore une fois, comme pour les autres utilités, c'est quand même de bien se poser la question de quels sont mes usages de la vapeur. Et aujourd'hui, on l'a vu hier quand on a parlé des audits, je l'ai évoqué, hein, c'est quelle est l'adéquation entre la température de mon fluide et ma température d'usage réel. Ce que j'ai constaté, par exemple, sur les sites, c'est qu'on a de la vapeur qui est utilisée sur des process, pour faire de l'eau chaude, pour faire de la pasteurisation. Pasteurisation est plutôt 85 degrés, mais aussi pour alimenter des CTA, des centrales de traitement d'air, pour faire de l'air chaud à 35 degrés. Donc là, on se dit, il y a sans doute quelque chose de plus efficace à faire que d'avoir la vapeur qui va faire une fumée qui est à 180 degrés pour alimenter une CTA. Donc, je reviens après ce petit rappel sur la question de l'adéquation, sur mon organe initial qui va produire la vapeur. C'est une chaudière, elle est alimentée en gaz par un brûleur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des brûleurs qui permettent, qu'on appelle micromodulants, parce qu'avant on avait grande vitesse, petite vitesse. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait? Ma chaudière, elle démarrait en petite vitesse, puis après elle bascule en grande vitesse. Si j'avais un peu moins de demande, petite vitesse, c'était assez basique. Et quand j'avais moins de besoin, ma chaudière s'arrêtait. Ça fait qu'une chaudière qui redémarre, elle va surventiler pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gaz à brûler pour ne pas faire une explosion. Donc, à chaque fois qu'on surventile, qu'on fait un démarrage, eh ben c'est de la chaleur qui est perdue, qui est évacuée à travers ma chaudière. Donc, on a intérêt à ce que notre chaudière, finalement, tourne en permanence à un régime adéquat. Donc, maintenant, ça, c'est permis. Mon brûleur micromodulant, c'est l'équivalent de mon variateur de vitesse sur ma production de froid ou d'air comprimé. Donc, ça permet de compenser un petit peu une chaudière qui va être surdimensionnée. Et encore une fois, je vous dis, une chaudière, c'est très souvent surdimensionné. Alors, ma chaudière, elle va être alimentée par une pompe haute pression depuis la bâche. La pompe, je ne la vois pas sur ce schéma-là, donc on a la bâche qui va alimenter la chaudière. On va pouvoir mettre, donc après on a une fumée qui sort chaude, donc effectivement on peut mettre un économiseur sur les fumées, ça c'est fait de plus en plus couramment. La première question, c'est quand même se poser quelle est la pression nécessaire de ma vapeur.
On a beaucoup de sites qui font de la vapeur à 9 bars, 10 bars. J'ai vu, mais c'est rare, un site qui avait une pression sur un des réseaux. J'ai plus en tête, je sais plus si c'était 3 ou 6 bars, parce que derrière, il n'y avait pas des usages de pression. Donc, ça, c'est tout à fait pertinent, effectivement, de réduire la pression de sa vapeur, parce que ça veut dire qu'on va réduire la température de tous ces tuyaux, du coup, réduire ses pertes. Donc, l'économiseur, j'ai dit, ça, on peut récupérer de la chaleur pour préchauffer la bâche. Euh, Ensuite, au niveau de la pilotage de la chaudière, toujours, on va avoir des purges. Alors là, elles sont souvent envoyées vers un pot d'éclatement pour refroidir, pour pas trop rajouter de l'eau trop chaude dans le réseau. Effectivement, c'est dommage de consommer de l'eau pour refroidir des purges alors qu'on pourrait les récupérer sur la chaleur. Donc, on peut faire la récupération de chaleur sur les purges. Et déjà, un des enjeux, c'est de vérifier que nos purges sont bien régulées. Et là, on a pu le constater au cours de nos diagnostics, hein. Parfois, il y a des vannes de purge qui sont défaillantes. On est tombé sur une vanne de purge qui était fuyarde, donc on avait une purge permanente de l'eau de la chaudière. Donc là, ça veut dire bien sûr une perte d'énergie importante. Donc on peut récupérer l'énergie de ces purges, mais un échangeur pour préchauffer l'eau de la bâche. Ensuite, on va aller du côté du réseau des usages. Donc, une fuite de vapeur, c'est comme une fuite d'air comprimé. Alors, voilà, une fuite. Alors, les références sont un peu anciennes, hein. Fuite de 3 mm à 7 bars, c'est 4 000 € par an. Alors, le truc, c'est quand même sur un réseau vapeur, les fuites, c'est bruyant. Alors, à part si dans les combles, c'est bruyant. Donc, en principe, on va détecter les réparer. Mais le gros enjeu sur les réseaux vapeur, c'est vraiment les purgeurs. Et là, je trouve que c'est assez intéressant ce qui est ici, hein. Vérifier régulièrement les purgeurs dans les installations. Euh, dans les installations où les purgeurs ne sont pas régulièrement vérifiés, 30% d'entre eux peuvent être défectueux et fuir. 30% des purgeurs qui sont défectueux, ça, c'est une possibilité. Et ça veut dire quoi? Alors, si vous ne récupérez pas vos condensats, c'est de la pure perte. Si vous récupérez les condensats sur le réseau où il y a le purgeur, ça va retourner dans la bâche. Donc et là, ça veut dire que ça va vous réchauffer votre bâche d'eau chaude. Et ce que l'on voit dans ce cas-là, et ça c'est très courant, c'est des bâches qui vont bouillir en fait, qui sont au-delà de 100 degrés. Parce qu'on a tellement de fuite que finalement on arrive à mettre la bâche à ébullition. Et un QI régulier, ce qu'ils disent là ici, c'est que peut abaisser ce taux à seulement 5% de purgeur fuyard. En fait, le constat, c'est que finalement, un purgeur, c'est toujours fuyard en fait. Donc c'est pour ça qu'on a dans nos réseaux. Alors, c'est pas trop grave si ça nous permet juste de chauffer la bâche et qu'on n'a pas d'ébullition au niveau de la bâche. Mais moi, j'ai vu plusieurs fois des bâches qui bouillaient fortement, où il y avait une forte vaporisation au niveau de la bâche. Donc dans ce cas-là, toute perte au niveau du purgeur, même si on a une récupération des condensats, elle va être perdue. Alors bien sûr, hein, le fait de ne pas travailler en vapeur perdue, mais de récupérer ces condensats, ça aussi c'est une source d'économie. Même si un bon transfert de chaleur, le fait de récupérer vos condensats, vous êtes sur une eau traitée, donc ça vous permet de limiter le nombre de purges de déconcentration. Parce qu'on a des produits de traitement qui limitent la corrosion de la chaudière. Ces produits, quand on a la vaporisation, et ben, ils se retrouvent concentrés dans la chaudière. Donc si on a une partie de la vapeur propre qui revient à la chaudière, ça permet de limiter les purges de déconcentration. L'économiseur, on en a parlé. La bâche, alors, globalement, aujourd'hui, la plupart des bâches sont calorifugées. C'est vrai que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Mais une bâche non calorifugée peut perdre jusqu'à 70% sur l'énergie thermique. En plus, c'est une question de confort quand on intervient dans une chauffe-frie. Une bâche qui n'est pas calorifugée, ça rayonne énormément, donc c'est absolument pas agréable. Donc c'est aussi, et puis éventuellement, si elle est à portée de main des opérateurs, c'est une source de danger, de risque de bruit. Donc voilà, calorifuger une bâche, c'est plutôt du bon sens à tous les niveaux. Voilà pour les postes vapeur. On va revenir sur quelques retours terrain, donc on vous épargne les purgeurs. Quelques exemples, voilà, une chaudière plutôt ancienne, pas de récupérateur, ça c'est une grande évacuation des fumées. On voit que l'isolation est moyenne. Et ici, on voit une chaudière plus récente, qui est isolée, on voit que la gamme de température n'est pas la même là. On a juste quelques organes de régulation, quelques vannes qui n'ont pas été couvertes. Aujourd'hui, alors,
Alors, je l'ai pas dit, c'est vrai que, pardon, on n'a pas vu, il y a tout ce qu'on appelle, alors, le calorifugence des réseaux vapeur, ça, c'est une évidence. Il y a aussi tout ce qu'on appelle des points singuliers, les détendeurs, les purgeurs, les vannes, etc., qui peuvent être calorifugés. Il y a des aides là-dessus. Donc ça, c'est des points sur lesquels il ne faut pas se priver de faire de calorifuger ce type d'équipement. Un constat, bon, voilà, quelques exemples de constats terrain. Donc là, c'est un pot d'éclatement. Donc on a les- la purge qui arrive en partie haute. Oui, la purge qui arrive en partie haute. Et en fait, on s'est rendu compte que ce pot d'éclatement était chaud en permanence. Et donc, ça nous a permis de constater qu'effectivement, ça s'expliquait parce que la vanne de purge à la chaudière était défaillante. Donc, on avait en permanence des condensats chauds qui arrivent en chaudière. Donc là, on voit euh, un échangeur tubulaire qui est aussi alimenté en vapeur pour récupérer de la chaleur sur un effluent. Et ce que je voulais vous montrer surtout, ouais, c'est quelques autres photos. Là, on a une ligne de vapeur qui est à l'extérieur et qui n'est pas calorifugée. Donc ça, a priori, sans doute un oubli de l'intervenant qui a fait la pause ou alors trouvé qui a voulu rogner sur les coups. Clairement, là, on est à l'extérieur. En fait, on voit des éclairages s'immiscer sous un vent. Euh, Là, c'est tout de suite amorti de calorifugé, de la vapeur qui est à 150 degrés à l'extérieur. On imagine que ça peut générer en perte. Donc tout ça, ça va du coup, une partie de la vapeur en fait va servir au maintien de température du réseau, va se condenser et va retourner à la bâche via les purgeurs. Là, c'est une entreprise qui avait un réseau de vapeur à une pression très élevée parce que ce sont des applications très spécifiques. Là, on voit là au niveau on a un évent, ça c'est l'eau, c'est l'évent de la bâche. Donc là, on a clairement une vaporisation au niveau de la bâche. Et on voit que même à l'extérieur de l'usine, on a les bouches des bouches qui sont à pas loin de 50 degrés. Donc là, clairement, on dépasse les températures réglementaires. Donc là, il y a un travail à faire pour réduire, améliorer la récupération de chaleur sur les purges notamment, et réduire les rejets de chaleur dans le milieu naturel. Un petit mot sur la chaleur fatale, j'y reviendrai après. On n'a pas parlé de la ventilation, je surveille l'heure en même temps parce que l'heure tourne. On n'a pas parlé de la ventilation, mais par contre, je vais venir sur les fours. Sur les fours, c'est très simple. Il y a assez peu de choses qui sont à dire finalement, parce qu'il y a deux choses sur les fours. Il y a leur combustion, bien sûr, le bon réglage du four. Il y a les systèmes de récupération de chaleur, mais souvent qui sont intrinsèques à l'équipement. Donc, soit vous avez un équipement qui est ancien et qui n'est pas équipé, soit un équipement nouveau et qui prévoit la recirculation. Et après, il y a la question des parois. Et là, c'est aussi finalement lié à l'équipement. Après, il y a un peu de gestion de la charge. Effectivement, de faire tourner un four chargé, c'est là où vous allez avoir le plus de mesures. Sinon, ça va plutôt se trouver au niveau de l'équipement qu'on va pouvoir avoir des réductions. Et là, je vais revenir sur quelques photos. Ah oui, j'ai oublié quelques photos sur. On n'est pas sur, là, on n'est pas sur des fours, mais sur un autoclave infuseur, voilà, qui sont des équipements anciens, pas très bien calorifugés. Et là, deux équipements. Alors, la différence n'est peut-être pas transcendante, mais on est là sur un four à gaz récent, bien isolé. Et finalement, on voit qu'il est constitué de différentes sections. Alors certes, il y a un petit peu de perte entre les sections, mais sinon, les parois sont plutôt très bien isolées. Et en haut, il y a un système de recyclage, là c'est un peu plus chaud, mais il y a un système de recyclage, donc en fait on est sur un équipement gaz, flamme directe, très performant, donc rien à redire sur cet équipement. En revanche, là on est sur un autre équipement, on voit que toutes les panoplies de vapeur ne sont pas calorifugées, donc là il y a vraiment des choses à entrer, là on voit que la conduite de vapeur est calorifugée jusque-là, et là après sur la vanne, on a une température de 150 degrés parce que voilà, il n'y a plus de calorifuge. Donc là, il y a des choses à faire au niveau du calorifuge. Euh, voilà sur les retours terrain. La récupération de chaleur fatale, elle est de plus en plus courante. Alors, je sais plus si j'ai un doute là-dessus, si c'est un poster ADN. On a fait le tour de l'ensemble des posters ADN.
Euh, on va finir sur quelques slides ouais, sur des retours d'expérience diagnostique. Ouais, ce qu'on a pu faire au cours des diagnostics sur des opérations, des bilans thermiques d'opérations de cuisson et de séchage. Donc voilà, on se rend compte que là, on a fait un bilan thermique sur une cuisson. Ce qui est intéressant de voir, donc, alors je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tout le détail de comment on a fait ce bilan, mais on a pris les données en fait de production, de température du produit à différentes étapes en entrée et en sortie du cuiseur, et versus la quantité d'énergie qui était apportée dans le cuiseur. Et on se rend compte que là, sur une cuisson vapeur, sur un équipement, on est à un rendement de cuisson qui est autour de 50%. On a 49% de perte par vaporisation. Là, on avait une partie de l'énergie qui était apportée par la vapeur et une par la chaleur de récupération, parce qu'on a un excédent on avait un excédent de liquide. On se rend compte aussi en faisant des bilans thermiques à partir des données, donc les besoins énergétiques ont été définis à partir d'une données indiquées en termes de température par du produit et d'hygrométrie du produit, donc ça c'est sur du séchage de l'entreprise, versus les besoins réels annoncés par le constructeur. On voit que c'est pas du tout cohérent. Donc voilà, il y a souvent un décalage entre ce qui a été dimensionné et calculé et ce qui est réellement fait sur le terrain. Alors, après, voilà, les fours, donc on a pu faire donc, sur des opérations de cuisson électrique, des bilans thermiques, et on se rend compte que en fonction des produits, on retrouve plus ou moins nos petits. Donc là, on a travaillé avec l'entreprise à partir de la température d'entrée du produit, de la température de sortie, du taux de graisse, euh, de, de la, de la fusion de l'eau et des pertes par vaporisation, parce qu'il y a un petit peu de séchage quand on sèche finalement. On s'est rendu compte que le rendement d'option était autour de 58%, mais d'autres pertes qui n'étaient pas identifiées, pertes par les parois, etc., et qui étaient assez importantes, autour de 42%. Et sur une autre cuisson, on s'est rendu compte que finalement, en fonction des données, on avait un rendement de cuisson de 99%, ce qui est pas possible, hein. Mais ça veut dire qu'il y a sans doute quelques erreurs sur les températures entrée-sortie produit ou sur le débit produit. Donc c'est pour dire, voilà, il y a toujours des incertitudes et que quand on fait des mesures, ben, finalement, on lève petit à petit, on va faire améliorer les mesures de température, améliorer les mesures de débit, et on laisse ces incertitudes et ça permet aussi de mieux comprendre comment se comporte le produit, dire pourquoi là j'ai tant de pertes, là finalement je me sens beaucoup plus efficace. Un point, il me reste 3 slides là pour terminer, sur lequel je voulais aussi revenir, parce que ça va faire partie de travaux qu'on a vraiment décidé d'enclencher, c'est on a travaillé sur un blancheur et on s'est rendu compte que finalement, on calcule enfin un bilan annuel simplifié, hein, avec pas mal d'hypothèses, mais les ordres de grandeur sont justes. Je dois chauffer des produits. Je regarde la quantité de matière sèche que je dois chauffer, la quantité d'eau en fonction de l'hygrométrie des produits. Et j'arrive finalement à une énergie utile de 7,6%. Le reste, on est sur du blanchiment, donc je dois apporter de l'eau. Okay, je dois renouveler cette eau, ça fait partie de mon process, je ne dois pas avoir de trop chargé. Donc ça fait 9%. En gros, je suis à moins de 20%. Et le reste, c'est des pertes. Alors, on a identifié les pertes du réseau vapeur. Alors, comment on a fait? C'est que cette chaudière, finalement, bien que l'entreprise tourne en 1 ou 2 8, la chaudière reste allumée en permanence pour éviter d'avoir la redémarrer, y compris les week-ends. Donc, on a fait des relevés compteurs, début du week-end, fin de week-end. On s'est rendu compte qu'on avait une perte réseau qui était extrêmement importante. Alors, je trouve que cette perte réseau, on a fait des mesures pendant qu'il y avait euh, la vanne de purge qui était défaillante. Ces pertes ont sans doute être réduites, peut-être divisées par 2. Mais malgré tout, ça reste une perte importante parce que maintenir un réseau H24 365 jours par an, ça coûte cher. Et c'est un des enjeux aussi sur les réseaux vapeur, c'est qu'il y a une grosse inertie. Et du coup, on a beaucoup de chaudières qui tournent en permanence, alors que l'usage n'est pas permanent. Et puis après, on a d'autres pertes, sans doute de la revaporisation d'un blancheur, des pertes du réseau. Donc tout ça pour dire que souvent en vapeur, on a des rendements réseau qui sont très faibles, et si on se positionne par rapport à l'énergie utile finale, on est souvent inférieur à 10%. En tout cas, enfin, très certainement inférieur à 20%. Une autre approche, quelques illustrations sur
des mesures qu'on a pu faire sur les consommations électriques et à quoi ça sert et finalement comment on peut le valoriser. Donc là, on est sur une opération de production d'une confiture sur une sauteuse électrique. Donc on a notre cycle qui démarre à 6h15. Je mets en route ma sauteuse avec mon produit, mon mélange, par exemple mon fruit, mon sirop. Tant que je n'ai pas atteint la température d'ébullition, la sauteuse fonctionne plein régime. On est sur une quarantaine de kilowatts de puissance installée. Donc des puissances quand même assez significatives pour un équipement électrique. Et puis après, finalement, j'atteins ma température de consigne et je vois que ça règle. Alors là, la courbe noire, ce sont des moyennes mobiles. Donc on voit que l'équipement, en fait, il y a une régulation tout au en fait. Hein. Ça démarre, ça s'arrête. On est sur un pas de temps à la limite. Donc la moyenne mobile permet d'illustrer finalement la puissance moyenne souscrite. Là, on est sur une première phase de cuisson. Là, on pense qu'il faut peut-être concentrer le produit, on doit changer la consigne de température et on va monter un peu plus. Le produit se charge en sucre, la température d'ébullition augmente, donc on peut un peu plus. On voit qu'à un moment, on a arrêté l'équipement pendant quelques minutes, ça s'est arrêté, et puis finalement, on l'a remis en route pleine puissance, de 11h à midi, donc 1 heure complète. Et quand on a présenté ce graphique à l'entreprise, on dit, ben voilà, on comprend bien, phase de chauffe, régulation, là on augmente la température aussi. Et là, on avait quand même senti le truc, l'équipement s'est arrêté quelques minutes, et puis on repart pleine puissance, est-ce qu'ils n'ont pas rempli d'eau et mis l'eau à bouillir pour le nettoyer? Effectivement, c'était le cas. Sauf que le calcul nous montre que 25% de la consommation électrique de l'opération, c'est pour le nettoyage. Donc là, on dit qu'il y a quand même un gain à faire, et il est fort probable que pendant 1 heure, la personne soit allée faire autre chose, alors peut-être qu'en un quart d'heure, il avait atteint le même résultat. Un autre exemple sur l'air comprimé. Donc là, un compresseur qui a été choisi après une étude de dimensionnement faite par un prestataire qui a vendu le compresseur. Alors là, on est sur un pas de temps beaucoup plus fin, on est sur un pas de temps de 5 secondes. Donc on se rend compte que là, on est par contre en journée de fin de production, mais il y a encore une ligne qui tourne avec peu d'usage. Qu'est-ce qui se passe en fait? Mon compresseur est à l'arrêt. Il démarre parce que la pression du doit baisser. Il monte en charge donc on est 5 secondes, allez, sur 10 secondes, il est plein de charge et après il réduit déjà. Là, il est en régime stabilisé, marche à vie. Donc là, c'est-à-dire que la vis est entraînée, mais elle ne produit pas d'air comprimé, c'est simplement en attendant que le compresseur redémarre. Sauf que j'arrive au bout de ma temporisation. Donc là, j'ai 2 minutes à peu près de temporisation, un peu plus que les minutes 2030. Au bout de 2030, sans que rien ne se passe, le compresseur s'arrête. Bon, je n'ai pas de chance. À peine quelques secondes, 30 secondes après que mon compresseur se soit arrêté, il redémarre, parce que j'ai atteint la pression de redémarrage. Et en fait, on se rend compte que là, dans ce cycle-là, alors, marche à vide, alors j'ai dit 85%, mais c'est même plus que 85%, mais plus proche des 95% du temps, 90% du temps, parce qu'en moyenne, ce compresseur-là avait un temps de marche à vide de 80-85%, en tête de chiffre exact. On est clairement sur un compresseur qui est surdimensionné. Vous voyez que sa puissance réelle, c'est autour de 27 kW. Et en fait, il fonctionne très peu de temps. Donc l'énergie utile, elle est uniquement ici. Donc on a en fait plus de 85% de l'énergie qui est gaspillée lors de cette phase de cycle. Donc là, c'est un compresseur à vitesse variable permet de réduire, et surtout c'est le dimensionnement du compresseur qui est important. On va terminer sur une petite dernière image sur les câbles électriques. Voilà, j'ai trié les photos de la caméra thermique, je suis tombé là-dessus. Là, on est sur un gros chauffe-eau, plusieurs mètres cubes, donc voilà, les câbles ont été légèrement sous-dimensionnés, donc point de vigilance quand il y a la chauffe électrique, ça peut vite chauffer sur les câbles. Voilà, c'est fini pour cette session sur les postes énergivores. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes, quand il y a à la fois un mix entre du théorique, mais aussi du retour terrain. Cet après-midi, il y a 2 webinaires, donc un sur le management d'énergie 4.0, qui sera très complet avec la présentation de solutions de comptage dans les entreprises, pour voir comment est-ce qu'on peut finalement mettre en œuvre des compteurs facilement sur un site à plein niveau, capteur de température, différents compteurs relevés d'eau,
relevé de consommation aussi d'énergie, avec des systèmes de communication sans fil qui permettent de centraliser ces données et de les mettre à disposition de l'entreprise. Donc là, voilà. On a une entreprise qui propose des solutions très économiques et super pertinentes. Donc, nous présenterons ça à 14h30. Et après, à 15h30, on aura une intervention de l'ADEME sur les financements publics. Voilà. Et puis demain, ça continue. Vous avez le programme. Je ne vais pas m'étendre plus longuement. Il est bientôt midi, mais en tout cas, n'hésitez pas à participer à ces webinaires. Et on va lancer donc un petit questionnaire pour avoir votre retour sur ce webinaire. Donc, je laisse Solène lancer le questionnaire. Et je vais peut-être arrêter le partage de l'écran. Et on vous enverra, donc, une fois que vous avez répondu au questionnaire, les présentations. Je vais arrêter le partage. Vous avez le questionnaire qui se lance et on vous remercie d'y répondre. Et merci encore pour votre attention. Et on vous dit à bientôt sur les autres webinaires. Pardon, j'ai oublié de prendre les questions. Je vais me rendre compte que je vois une question sur le chat. Ah, c'est pas une question, c'est juste un remerciement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut prendre 2 minutes pour y répondre. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous avez nos coordonnées encore une fois, donc on vous laisse nous contacter si besoin et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vais clôturer le webinaire et je vous souhaite un bon appétit et peut-être à cet après-midi.